montrer les publicités. Bonjour. Bonjour. Je vais essayer de vous installer. Monsieur et madame, la cacherie. Désolé. C'est discret. Non, c'est normal. En attendant, je peux vous dire que j'ai quand même quelques mauvaises nouvelles, une bonne. La mauvaise, c'est que j'ai prévu pour 4 heures de conférence. Donc la bonne, c'est qu'il n'y a pas d'interro écrite à la fin. Je n'ai pas obligé de retenir ce que... Et puis j'ai en profité pour les remerciements, parce que comme ça, je n'aurais pas à le faire à la fin. D'abord, je suis très très ému qu'on m'ait invité ici, que les amis de l'université m'aient invité, et Thérèse a tout organisé, je la remercie. Et je remercie mon cousin Jean-Luc qui m'a prêté du matériel et qui m'héberge, donc c'est tout est bien, je suis très heureux. Voilà, donc je voudrais vous parler d'abord de vous montrer 2 sondes qui viennent d'être lancées pour observer le Soleil. Et la première, c'est la sonde Parker, qui est une sonde américaine de la NASA. Et alors, quand on regarde un peu sur leur site, eh ben, ils ont ce schéma super compliqué que vous comprendrez à la fin, j'en suis sûr, qui dit c'est super important de lancer une sonde pour observer le Soleil parce que ça nous permet d'avoir plein d'impacts sur la Terre et ils montrent des impacts, c'est absolument incompréhensible. Et il y a une deuxième sonde qui a été lancée par l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Solar Orbiter. On a plusieurs instruments à bord de Solar Orbiter en France. Et quand on regarde sur leur site, quand on regarde leur dépliant, on voit le même schéma à peu près, sauf qu'il n'a pas la même couleur, qui dit c'est super important pour un truc qui s'appelle la météorologie de l'espace. Alors donc ça veut dire que tout commence avec le Soleil. Le Soleil, vous le savez, si vous êtes les amis de l'université, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas du tout fait de sciences? Parce que j'ai juste pour... Super, ça me rassure. C'est génial, très bien, bravo. Comme ça, je vais essayer de régler mon discours, c'est plus simple. Le Soleil, c'est une étoile, et comme toutes les étoiles, c'est des astres qui produisent leur propre énergie. Voilà, donc ça commence avec le Soleil, et pour continuer, tout de suite, j'ai besoin de vous donner quelques notions de physique. Et si vous ne les comprenez pas, vous devez m'arrêter, absolument. La première notion de physique dont je voudrais parler, c'est qu'est-ce que c'est qu'un champ magnétique. On a tous l'habitude de l'alimentation, personne ne sait pourquoi un aimant il s'accroche sur le frigo, ça a l'air très très mystérieux, ça n'est pas vraiment mystérieux. Donc, imaginez que vous avez devant vous un tas d'électricité, et que ce tas d'électricité, il ne bouge pas. Alors, vous êtes à distance, et vous ressentez quelque chose que vous connaissez bien, qui s'appelle un champ électrique. Et pourquoi vous le connaissez bien? C'est parce que quand il y a de l'orage, eh ben, le sol se tapisse d'électricité, les nuages aussi à la base se tapissent d'électricité, et les nuages ils bougent super lentement. Je vais vous parler de vitesse tout à l'heure, de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Les nuages ils bougent à quelques kilomètres par heure, c'est comme s'ils étaient fixes, quoi. Et les gens qui sont entre ressentent le champ électrique, ceux qui ont des cheveux, les cheveux ils se dressent sur la tête, vous en avez l'habitude de ça. Il y a plein de phénomènes associés à l'humidité. Et ben, il y a des gens qui disent oh, il fait lourd, j'ai les jambes qui gonflent. On a l'habitude de ces choses-là. Imaginez, on ne peut pas lire, ça ne peut pas le faire, c'est une expérience qu'on fait dans sa tête. Imaginez que le tas d'électricité se mette à bouger devant vous, alors il se rajoute quelque chose qu'on appelle le champ magnétique. Le champ magnétique, c'est l'effet à distance d'électricité qui bouge. Voilà. Est-ce qu'il y a des physiciens dans la salle? C'est juste pour dire la loi que je suis en train de décrire. Parce que tout ce que je vous raconte, il y a des lois derrière avec des équations. Alors, comme il y a des physiciens, quand il y a des physiciens, je leur dis les lois. Sinon, on s'en fout, ça n'a plus d'importance. Voilà. Donc, le champ magnétique. Et dès que le tas d'électricité se met à bouger, ça fait bouger l'aiguille de la boussole. Dans votre corps, dans la table, partout, il y a de l'électricité qui bouge. Il y a des électrons. Des électrons, c'est la même chose que dans les fils électriques. Hein. C'est ça qui porte l'électricité. Il y a des électrons qui tournent sur eux-mêmes, et ça fait un pôle nord et un pôle sud magnétique. Mais dans votre corps, les électrons ils tombent dans tous les sens, alors tous les pôles nord et tous les pôles sud s'annulent. Voilà, c'est aussi bête que ça. Dans un aimant, tous les électrons ils tombent dans le même sens, alors tous les pôles nord s'ajoutent, tous les pôles sud s'ajoutent, et ça fait un gros pôle nord et un gros pôle sud. Ça va ce que je raconte, c'est pas trop compliqué? Super. Et pourquoi ça colle sur le frigo? C'est parce que le frigo, la porte, c'est du métal. Un métal, c'est une structure très ordonnée où les électrons, à l'intérieur, ils voyagent d'un atome à l'autre librement. C'est super cool. Donc quand on met l'aimant à côté de la porte du frigo, et ben les électrons dans la porte du frigo, ils se mettent à tourner dans le même sens que ceux dans l'aimant, et comme ça, ils s'échangent. Et hop, ça colle. Voilà. Ça va ce que je raconte, c'est pas trop dur. Vous devez absolument m'arrêter, parce que après, moi je raconte ça à mes étudiants, et puis je mets les équations derrière, et après ils se plantent, c'est nul. Il faut absolument que vous me disiez quand vous ne comprenez pas.
quoi il est fait. Il faudrait quand même que je vous dise de quoi il est fait. Avant, le Soleil est fait d'hydrogène. C'est super. L'hydrogène, c'est l'atome le plus simple. C'est celui qui est le plus abondant dans l'univers pour plein de raisons, mais ce n'est pas l'objet de cette conf. Et l'hydrogène, c'est essentiellement de l'hydrogène. Il y a d'autres trucs, mais on s'en fout. L'hydrogène, c'est une boule. C'est pas une boule, c'est un noyau électrisé au centre qu'on appelle un proton. Et quelque part autour, il y a de l'hydrogène. Il y a un électron. Wow, c'était épouvantable, excusez-moi. Un électron, quoi. Un noyau électrisé, un électron électrisé. Mais les électrons, les noyaux, la pression est tellement intense que les noyaux s'imbriquent les uns dans les autres. 4 noyaux d'hydrogène s'imbriquent pour former un noyau d'hélium. Donc les étoiles, c'est des machines à transformer la matière, à fabriquer de l'hélium et puis ensuite d'autres choses, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est que le noyau d'hélium, il est un tout petit peu plus léger que les 4 protons initiaux. Et la différence de masse, c'est l'énergie solaire. C'est de la fusion nucléaire. Donc au centre du Soleil, on a un four à énergie qui est de la fusion nucléaire. Et puis, alors j'ai fait une analogie là, il y a quelques temps, je venais avec un camping-gaz, puisque je faisais chauffer de l'eau, et puis mon cousin m'en a reparlé, alors je lui ai dit, je vais le refaire là, mais j'y avais pas de camping-gaz. Donc j'ai trouvé cette vidéo sur Internet, où on fait chauffer de l'eau. Et alors, pourquoi? Parce que, donc au centre du Soleil, on a une source d'énergie, comme ici la plaque électrique, ça pourrait être le feu, dans ce cas c'est une source chimique, pas une source nucléaire. Et puis ensuite l'énergie elle traverse la casserole, et la casserole reste casserole. Et tout ce que fait la casserole, c'est rayonner l'énergie depuis la source vers l'extérieur. Donc on pourrait appeler ça, si on était vraiment physicien ou très prétentieux, ou les deux, on pourrait appeler ça une zone qui rayonne, une zone radiative. Et puis quand on s'écarte ensuite, on arrive dans l'eau qui bout, et dans l'eau qui bout, les bulles chaudes, les bulles se réchauffent, l'eau se réchauffe en bas sur la casserole, du coup comme elles se réchauffent, elles se dilatent, alors du coup elles sont moins denses, elles montent, et puis elles se refroidissent en montant, et ça fait des grands mouvements comme ça qu'on appelle des mouvements de convection. Alors on pourrait appeler ça, l'eau qui bout, une zone convective. C'est comme ça qu'on l'appelle sur le Soleil. Donc sur le Soleil, on a au centre une zone qui produit beaucoup d'énergie, et quand on s'écarte, la pression reste très élevée, mais pas assez pour faire de la fusion nucléaire. C'est solide, comme la casserole, ça rayonne l'énergie vers l'extérieur, et quand on arrive vers l'extérieur, ça fait bouillir le Soleil, comme la soupe, et voilà. Donc on a un cœur nucléaire, une zone radiative, une zone convective. Et puis, comme la soupe ou comme l'eau qu'on fait bouillir, ça s'évapore dans l'espace. Et cette évaporation, on l'appelle le vent solaire. Et de quoi il fait le vent solaire? Il est fait de protons et d'électrons, des particules électrisées. Et ça s'en va dans l'espace, et comme c'est des particules électrisées qui bougent, ça transporte son champ magnétique, qu'on appelle le champ magnétique interplanétaire. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? C'est de la physique, quoi. Vous êtes fort, quoi. Super. Voilà. Alors, donc, il y a un peu plus d'un siècle, au début du XXe siècle, il y avait un astrophysicien français qui s'appelle Liot. Et Liot, il travaillait à Toulouse, il en avait un peu marre d'attendre que la Lune passe devant le Soleil pour voir ce qu'il y avait autour, ce qu'on appelle la couronne solaire. Il s'est dit, je vais mettre un bout de carton qui ressemble à la Lune au milieu de mon télescope, et puis comme ça cachera le Soleil. On appelle ça un coronographe. On a plusieurs coronographes dans l'espace. Celui-là, il a été construit à Paris, Paris et Orsay, et il est à bord d'un satellite qui s'appelle SOHO. Donc ça, c'est le bout de carton dans l'espace. Alors vous imaginez bien que c'est pas du tout un bout de carton, mais on s'en fout, c'est le principe. Et puis, derrière là, on a dessiné un rond blanc qui représente la taille apparente du Soleil derrière le bout de carton. Comme le satellite, il n'arrête pas de bouger, on est obligé de faire un cache plus grand que la taille du Soleil. Regardez comment s'évacue ce vent solaire en permanence. Alors là c'est très accéléré. C'est incroyable comme truc, quoi. Et donc on est dans la couronne, et de temps en temps on voit des grosses bouffées de particules qui sont éjectées. Alors du coup, quand on les voit s'éjecter de la couronne, on appelle ça des éjections coronales de masse. Et de temps en temps, il y a de la neige sur l'écran, c'est pas de la neige, hein. C'est l'électricité du vent solaire qui arrive sur nos capteurs et qui les sature. Là, je vais vous montrer un film qui a été pris par un satellite japonais. Ici, on a le soleil, là, on a le ciel, comme ça. Et je vais vous montrer, regardez bien, je vais passer 2-3 fois comme ça, on aura le temps de regarder un peu tout ce qui s'y passe. Donc la matière, je vous laisse regarder puis je vous raconte. C'est à vitesse normale, ça? Non, c'est très accéléré. 3 heures, 4 heures, donc c'est très accéléré. Imaginez, vous avez
pour une raison ou une autre, des protons, donc de l'électricité qui se met à tourner, et bien ça entraîne toute l'électricité à tourner, et puis ça tourne comme ça tourne, et ça crée un champ magnétique local. Nous, dans notre jargon, on appelle ça une ligne de champ magnétique, on s'en fout, hein, c'est juste que ça se met tout à tourner dans le même sens, et puis ça fait, pour les physiciens, peut-être ça rappelle les solénoïdes qu'on avait à l'école, ça fait des gros courants électriques comme ça, et puis ça commence à monter, à s'élever au-dessus du Soleil, et on appelle ça une protubérance. Regardez, si vous regardez ici, vous verrez la soupe solaire qui bouillonne. Vous le voyez, ce bouillonnement, c'est vraiment... bon, c'est la zone convective, mais c'est assez spectaculaire quand même. De temps en temps, la protubérance elle est tellement pleine d'électricité que il y a trop de collisions et pouf, ça se casse. Et quand ça se casse, ça part dans l'espace, on appelle ça une éruption solaire. C'est pas trop compliqué, vous devez m'arrêter, j'insiste, vraiment, arrêtez-moi, j'ai trop peur parce que des fois c'est tellement horriblement compliqué. Alors certains parmi vous ont forcément entendu parler des taches solaires. Bien. Alors ça c'est maintenant vous avez quand même, il faut que je vous donne encore une notion de physique. Donc je vais encore vous donner une notion de physique, j'espère que c'est pas trop compliqué, quoi. La question c'est, qu'est-ce que c'est que la température? Et il faut être vraiment physicien pour se poser une question aussi bête, parce que tout le monde sait que la température, c'est quand on a de la fièvre et tout. Mais en fait, quand même, on a le droit de se poser la question. Pourquoi ici il fait chaud comme ça là, voilà. Là, dans la salle, il y a de l'air, donc plein d'azote et d'oxygène, là, qui n'arrête pas de bouger. Et à chaque fois que l'air tape dans votre peau, et ben, les atomes, les molécules d'air, ils sont arrêtés, quoi. Et l'énergie est transférée à votre peau. Hein, c'est très très simple comme truc, quoi. Et donc, Boltzmann, un physicien autrichien au XIXe siècle, il a dit, eh bien, la moyenne de ces échanges d'énergie, j'appelle ça la température. C'est super important comme truc. Ça veut dire que plus il y a de collisions, plus la température monte. Et s'il n'y a pas de collision, il n'y a pas de température. C'est le zéro absolu. C'est super simple comme truc, c'est incroyable, c'est une beauté fantastique. Quand il y a de la température, il y a des collisions, et voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement, pas de collision, hein, parce que si toutes les particules avancent dans le même sens, c'est ce qu'on fait à Paris, à Polytechnique, on fait avancer plein de particules dans le même sens, et bien leur température c'est zéro, ils ne peuvent pas échanger d'énergie. C'est drôle, quoi. Si on met un écran devant, toute l'énergie, et là l'écran il est chaud, quoi. Et c'est incroyable comme truc, c'est vraiment amusant. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que, imaginez encore une fois que sur le Soleil, les protons ils se mettent à tourner, alors ça fait un champ magnétique et ça entraîne les protons à tourner dans le même sens, c'est toujours le même sens, la même chose. Hein. Et alors du coup, il y a moins de collisions et donc la température elle baisse. Et si la température elle baisse, eh ben, on les voit plus sombres. Alors ici, la température en surface du Soleil, elle est de l'ordre de 6000 degrés. Et puis là, localement, où il y a un champ magnétique intense et puis des particules qui tournent toutes dans le même sens, ça baisse de 2000 degrés. On peut descendre jusqu'à 4000 degrés. Alors, ça, c'était observé depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était, ils avaient peur que le Soleil s'éteigne. Ce n'est pas du tout un phénomène d'extinction du Soleil. Il se trouve que, alors ça, c'est une photo d'une tache solaire, on appelle ça des taches solaires. Ça, c'est une photo, ça, c'est beaucoup plus gros que la Terre. On mettrait une dizaine de terres dans cette tache solaire. Et puis, vous voyez, là, ces granulations, c'est les bulles de soupe qui montent et qui descendent, quoi. Il se trouve qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de taches solaires, et dans ce cas-là, il y a également beaucoup d'éjections de masse coronale, beaucoup d'éruptions, beaucoup de protubérances. On dit que le Soleil est actif. Et des périodes où il n'y en a pas beaucoup, pas du tout de taches solaires, très peu de protubérances, etc. On dit que le Soleil est calme. Même quand le Soleil est calme, il y a du vent solaire, hein, l'évaporation elle est tout le temps. Hein. Mais voilà, donc il y a des cycles d'activité dans le Soleil. Des fois il est calme, et puis il devient de plus en plus actif, et puis de plus en plus calme, et hop, entre un moment calme et un moment calme, il s'écoule entre 10 et 13 ans. Je suis sûr que dans la salle, certains d'entre vous ont déjà vu le nombre magique de 11 ans pour un cycle solaire, qu'on trouve dans plein de bouquins. C'est archi faux, hein. C'est entre 10 et 13. Je ne sais pas d'où il sort, là. Celui qui a dit un jour 11, ça m'énerve un peu. Mais bon, voilà. Alors maintenant, vous avez tout compris sur le Soleil. Je vous montrerai un film qui a été pris par Solar Orbiter, non, SDO, un satellite américain. Le Soleil tourne sur lui-même. Et on est dans la couronne solaire, et on voit des zones sombres. Là, vous reconnaissez maintenant des particules qui vont d'un pôle nord à un pôle sud magnétique, et il y a partout ici des protubérances, des zones avec des champs magnétiques intenses, etc. Ça va? Oui? Cool, super. Alors, j'ai vraiment très peur de vous perdre. Je ne veux pas. Alors, je n'ai pas réussi à me connecter sur Internet, mais comme je sais que cette conférence est filmée, j'ai décidé de laisser
ce transparent. Comme ça, vous pouvez regarder, inauder, et puis regarder sur Internet, il y a de très beaux films qui ont été pris dans un satellite japonais. Et je passe tout de suite à ça. Ici, on est avec nos télescopes, on met diverses lunettes de soleil devant nos télescopes. Nous, on appelle ça des filtres, parce qu'on n'aime pas parler comme tout le monde, mais c'est que des lunettes de soleil. Et avec nos lunettes de soleil, on peut voir le soleil à différentes altitudes. C'est pas très très grave, le principe, il est assez simple, et c'est pas grave. Et là, on est à peu près 2000 km au-dessus de la surface du Soleil, dans la couronne solaire. Et ce qu'on constate, c'est qu'ici, on est en 2009, ici en 2011, et ce qu'on constate, c'est qu'en 2009, dans la couronne solaire, il y a une zone sombre ici au nord, une zone sombre au sud. Après, ça a l'air pas mal homogène. Et puis là, 2 ans plus tard, on a l'impression que c'est complètement une autre étoile. Alors, les couleurs c'est toutes des couleurs par ordinateur. Il se trouve que les pionniers à faire ça, c'était la France, et qu'on a choisi le vert. C'était un type qui s'appelait Laboudinière à Paris, à Orsay, qui a choisi ces couleurs. Et quand les Américains, ils ont fait la même manip quelques années plus tard, ils se sont dit, on ne va pas prendre les couleurs des Français, on va en mettre d'autres. Donc, c'est tout des couleurs, c'est des fausses couleurs, bien sûr. Mais c'est la même chose. Alors, regardez, quand le Soleil tourne sur lui-même, à quel point il est différent. On a l'impression que c'est 2 étoiles différentes. À gauche, il est calme, à droite, il est actif. Ça va? Regardez, ça c'est un film, c'est pris avec un instrument belge qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, l'IRA. Et c'était la première fois qu'on pouvait voir le vent solaire. Alors, moi je trouve ça super émouvant. À droite, il y a le soleil, et puis c'est 2 échelles différentes. Ça c'est un grand angle, et puis ça c'est une caméra plus précise. Regardez cette éjection incroyable du vent solaire. Le vent solaire, quand il arrive au niveau de la Terre, il arrive à environ, en moyenne, 370 km par seconde. Quand il est rapide, c'est dans 2000. Moi, en 2007, j'étais en manip, il est arrivé à 1500 km par seconde. Je trouvais ça super beau, je vous raconterai pourquoi. Et puis, des fois, c'est 200, mais en moyenne, c'est 370 km par seconde. La concentration est très faible, c'est du vide. C'est lui, ça c'était ce matin à 5 h du matin, heure locale, heure d'ici. Donc là, maintenant, vous reconnaissez, là on est dans la couronne solaire, il y a des trous coronaux un peu partout. Ça veut dire que le champ magnétique il commence à être pas mal perturbé sur le Soleil. Il y a même dans certaines longueurs d'onde, dans certaines couleurs, avec certains filtres, on voit un trou coronal qui traverse le Soleil. Et ça, moi j'aime bien ça, parce que ça fait des belles aurores, je vais vous raconter pourquoi. Et puis quand on regarde le Soleil là, on voit une tache solaire ici, et puis il y en a une petite ici que vous ne devez pas pouvoir voir sur l'écran. C'est pas un Soleil encore très actif. Voilà, ça c'est une façon de voir le Soleil différente. On voit des taches solaires ici. Comme le Soleil tourne, j'espère que celle-là va créer quelque chose. Cette zone-là va créer des petites protubérances, puis peut-être des éruptions qui aura des belles aurores dans quelques jours. Et puis ça, c'est ce que vous reconnaissez, hein, c'est ce coronographe dont je vous parlais, on en a 2. Et puis, voilà, c'est une couronne qui n'est pas hyper active, mais au moins elle n'est pas le long de l'équateur magnétique, et ça, c'est une promesse de choses jolies. Alors évidemment, vous pourriez me dire, quand même, le Soleil, c'est avant tout de la lumière, quoi. Alors nous, on ne parle pas beaucoup de lumière, parce que vous savez que c'est aussi de l'ultraviolet, par exemple. On se protège pour ne pas avoir des coups de soleil, justement. Hein. Donc on préfère parler de rayonnement, plutôt que de lumière. La lumière, c'est ce qu'on voit avec les yeux, en fait, uniquement. Et ce rayonnement, il couvre, en fait, l'ensemble de toutes les longueurs d'onde. C'est-à-dire qu'il envoie aussi l'ultraviolet, vous le savez. Il envoie une autre d'ultraviolet encore plus dur qu'on appelle extrême ultraviolet, qui moi m'intéresse beaucoup pour plein de raisons. Et puis du rayonnement X, exactement la même chose que ce qu'on utilise quand on se casse un os et qu'on va faire une radio. Et on envoie aussi du rayonnement radio, ce qu'on utilise pour les radars, des choses comme ça. Donc voilà, le Soleil, on voit tout ça. Ce qui est absolument incroyable, c'est que dans le visible, dans ce qu'on voit avec nos yeux, on n'arrive pas à mesurer des variations entre un Soleil calme et un Soleil actif. S'il y a des variations, elles sont très très faibles. En revanche, dans tout le reste du rayonnement, il y a les mêmes variations. Quand le Soleil est actif, il envoie beaucoup plus d'ultraviolet, beaucoup plus de rayonnement X, etc. En somme, ce que j'essaye de... Ouais, bon, peu importe. Voilà. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la vision moderne du Soleil, c'est que le Soleil, c'est une histoire variable, elle est active, c'est une étoile qui envoie en permanence dans l'univers, dans le système solaire, pardon, du vent solaire et du rayonnement. Et que tout ce qui pilote ça, c'est le champ magnétique sur le Soleil.
Il y a des périodicités. La périodicité la plus importante, celle qu'on appelle le cycle solaire, c'est 10 à 13 ans. En ce moment, on est dans une phase où le Soleil devient de plus en plus actif. On attend le maximum solaire d'ici 3 ans. Et toute cette électricité, eh ben, elle voyage dans l'espace. Et éventuellement, elle rencontre la Terre. Et la Terre, elle a quelque chose d'intéressant, c'est que, enfin, elle a plusieurs choses intéressantes vis-à-vis de la météo de l'espace, c'est qu'elle possède un champ magnétique et elle possède aussi une atmosphère. Et donc, il va se passer tout un tas d'interactions. Alors, je vais faire un raccourci, vraisemblablement, comme vous êtes les amis de l'université, je suppose que parmi vous, beaucoup ont déjà regardé un peu ces choses-là et ont entendu parler de la magnétosphère. Or, la magnétosphère, je vais vous raconter ce que c'est, vous en faites pas. C'est quelque chose qui est, que je trouve très compliqué à expliquer, donc je vais vous le faire avec les mains. D'autant plus, alors voilà le genre de schéma qu'on trouve sur Internet, c'est absolument incompréhensible, et en plus on trouve des schémas différents qui racontent des choses différentes, qui représentent en fait des théories différentes. Donc je vais vous raconter avec les mains qu'est-ce que c'est que la magnétosphère. Vous êtes prêts? Bon. Alors, imaginez, vous avez le vent solaire qui arrive. Le vent solaire, vous vous rappelez, hein, c'est de l'électricité. Il y a deux formes d'électricité, des électrons et des protons. Laplace, qui ne connaissait pas encore les électrons et les protons, un physicien français du 19e siècle, Laplace, il s'était rendu compte qu'il y avait déjà deux formes d'électricité. Et il avait dit, bah, il y en a une, je vais lui donner un signe plus, et puis l'autre le signe moins. Comme ça, par hasard, quoi. Par hasard, les électrons, ils ont un signe moins, une charge négative, et les protons, ils ont un signe plus, une charge positive. En vérité, on s'en fout, c'est pas très grave, hein. Simplement, dans le vent solaire, il y a les deux. Et vous vous rappelez, le magnétisme, le champ magnétique, c'est de l'électricité qui bouge. Donc, c'est pas du tout étonnant que de l'électricité qui bouge soit sensible au champ magnétique de la Terre, c'est la même chose. Et puis, ce vent solaire, quand il arrive, là, je vous ai raconté, c'est de l'électricité qui bouge, donc il transporte avec lui son champ magnétique. Imaginez que, si le pôle nord de la Terre, il est là par exemple, et bien si le vent solaire arrive comme ça fait comme deux aimants qu'on essaye d'approcher l'un de l'autre, hein, on n'y arrive pas, quoi. Donc le vent solaire contourne la Terre. Il arrive comme ça, il contourne la Terre, et alors pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, je vais vous demander de me croire, les protons vont d'un côté et les électrons vont de l'autre. Et ça c'est incroyable, ça fait comme les nuages dont je vous parlais tout à l'heure, quoi, hein. La base des nuages, elle se tapisse d'ordinaire d'électrons, et puis le sol se tapisse c'est pas des protons, c'est d'autres électricités positives. Donc ça fait entre les deux un champ électrique, quoi. Donc vous imaginez, c'est incroyable. On a des particules qui arrivent, un grand champ électrique qui commence à se propager tout autour de la Terre, comme ça, avec toujours le champ magnétique, hein, de notre planète qui est là quand même, hein. Ça va, c'est pas trop compliqué? C'est horriblement compliqué, je le sais. Alors, et ces particules-là, super, merci. La frontière, elle est poreuse, parce que les malheureux électrons et les malheureux protons qui sont à la bordure, eh ben, ils ne peuvent pas savoir s'ils vont dans le vent solaire ou s'ils sont sous le champ magnétique de la Terre, puisque là, à la bordure, c'est là où tout s'égalise. Donc il y en a environ 10% qui rentrent. Quand ils rentrent à l'intérieur, là, ils sont plongés dans le champ magnétique de la Terre, et hop, ça recommence. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tourner. Comme je vous racontais tout à l'heure, la même chose, toujours pareil. Donc ils tournent. Ils font une grosse ceinture comme ça, qu'on appelle une ceinture de courant, qui a été découverte par Van Allen, James Van Allen, en 1959, et qu'on appelle parfois la ceinture de Van Allen. Donc ils tournent. La Terre, c'est un petit poids au milieu. Hein. La bouée, elle est énorme. Hein. C'est ça l'échelle, en fait. Si vous prenez une grosse bouée, là, un gros pneu de camion, puis que vous mettez un petit poids au milieu, c'est à peu près ça l'échelle. Et ça tourne à environ 6 à 7 rayons terrestres. Mais dans cette bouée, dans cette énorme bouée de particules qui tournent, il y a des collisions. Et dès qu'il y a une collision, les particules sont éjectées, et elles sont éjectées vers le nord ou vers le sud. Ça va, c'est pas trop compliqué. Hein. Je répète ça, j'en ai marre, j'arrête de vous le demander. Alors, donc les particules, ce qu'elles veulent maintenant, c'est aller vers le pôle nord ou le pôle sud. Elles sont attirées par le pôle nord ou le pôle sud, hein, de la planète. Mais le pôle nord ou le pôle sud magnétique, hein, il est à l'intérieur de la planète. Hein. C'est trop cool, il y a des crêpes. Oh, je vais faire le prof. Alors, donc on a le pôle nord magnétique qui est là, par exemple. Vous voyez du fond ce que je dessine? Imaginez que je mette une boussole. D'abord, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça, et avec le pôle nord et le pôle sud de la Terre. Imaginez que je mette une boussole ici, là. Juste, alors l'aiguille du nord, elle veut tirer vers là pour montrer le nord, puis l'aiguille du sud, elle veut tirer là pour mettre le sud, mais on est juste au milieu, donc l'aiguille reste comme ça. Hein, voilà, donc l'aiguille reste comme ça. Et évidemment, si je mets là, eh ben, on peut un peu mieux montrer le nord, parce qu'on est un peu plus près du pôle nord, quoi. Donc l'aiguille, elle va plutôt montrer ça, quoi. Et puis pareil ici, quoi.
Et puis évidemment, si je suis ici, alors là c'est cool, alors en vérité le pôle Nord il est là, hein, il est dans la planète. Hein. Et puis si je me mets ici, et ben là l'aiguille elle va montrer là, quoi, elle va montrer cette direction-là. En somme, ce que montre l'aiguille, c'est ça. Ça, dans notre jargon, on appelle ça une ligne de champ magnétique. C'est rien d'autre que ce que montre une aiguille de boussole quand il y a un champ magnétique. C'est super facile, quoi. Ça nous aide à nous repérer, comme les parallèles et les méridiens sur la Terre, hein, pour savoir la longitude. Du coup, nous, on parle même de longitude magnétique ou de latitude magnétique. Ça nous aide à nous repérer. C'est très très simple comme truc. D'ailleurs, il y a une question, vous pourriez me dire, attends, vous pourriez essayer de me piéger si vous étiez vraiment méchant, et me dire, tu nous as dit que le champ magnétique c'est de l'électricité qui bouge, et il n'y a pas d'électricité qui bouge dans le dessous de nous. Donc, et pourtant il y a un champ magnétique. Et en vérité, si, il y en a un. Donc au centre de la Terre, quand la Terre s'est créée il y a à peu près 4 milliards d'années, ce qui était le plus lourd, ça a plongé, ça a coulé, et ce qui était le plus lourd, c'est le fer. Là où il y en avait le plus, quoi. Il a entraîné avec lui de l'oxygène d'ailleurs, parce que vous savez bien que le fer rouille, il aime bien l'oxygène, donc il en a entraîné. Donc au centre de la Terre, il y a du fer avec pas mal d'oxygène, et il est tellement chaud qu'il est liquide, comme dans une fonderie. Et comme il est liquide, il tourne, quoi. Mais ce fer, il fait tellement chaud que l'électricité, les électrons autour du fer, ils vont n'importe où, on s'en fout, ils vont n'importe où, et en fait ce qui reste c'est du fer électrisé qui tourne sur lui-même. Et c'est là que se crée le champ magnétique de la Terre. Fin de la parenthèse. Je fais ça parce que là j'ai le tableau, c'est trop cool. Alors, donc on a nos électrons du vent solaire là, qui arrivent comme ça, et puis ils arrivent près de la Terre, ils se mettent à tourner dans cette grosse ceinture de rayonnement, là, cette ceinture de Van Allen, et il y a des collisions, et là, ils sont entraînés comme ça, là. Ils sont entraînés vers le pôle sud ou vers le pôle nord de la planète. Et en cours de route, ils rencontrent l'atmosphère. Alors maintenant, je dessine la même chose. En fait, j'ai pas trop honte, parce que comme je suis pas prof, je suis que chercheur, c'est pas grave si j'explique mal, je suis pas prof. Mais, alors, on a la planète comme ça, imaginez là, maintenant le pôle nord magnétique il est là, donc hop, les particules elles tournent comme ça, et puis elles viennent se déposer là, et puis il y en a qui viennent se déposer là, puis il y en a qui viennent se déposer là. Si je dessine ce que ça représente, ça fait un cercle autour du pôle nord ou du pôle sud magnétique. Ce cercle-là, on l'appelle l'ovale auroral. Pourquoi on l'appelle l'ovale auroral? Pourquoi ovale? Parce que, je vais évidemment, vous devinez que c'est là que vont se produire les aurores. Hein. On l'appelle l'ovale auroral parce qu'au XIXe siècle, les grandes nations riches, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, voulaient conquérir les pôles. Et comme ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver, ils ont envoyé des scientifiques, et ces scientifiques, il y en a beaucoup qui sont morts, ce qui fait que là où je vais maniper, il y a plein de tombes de collègues de l'époque, et alors c'était assez bizarre. Et donc ils vont ils sont morts par les ours, par le froid. Enfin. Et donc ils comptaient les aurores boréales. Quoi. Ils les comptaient. Ils ont fait une carte qui a été publiée. Il y en a eu deux, une par un Britannique et un par un Allemand, Loomis et Fritz. Ils ont publié des cartes des aurores dans les années en 1851. Quoi. Et les aurores se répartissaient sur un ovale. Ils l'ont vu ovale. En fait, c'est plutôt circulaire. Mais en hommage à ses précurseurs, on continue à l'appeler ovale. Et j'en ai fini avec la magnétosphère. Et ça, c'était un gros morceau. Voilà. Ça, c'est un schéma. Alors celui-là, je le montre parce que je l'ai publié dans un bouquin que j'ai fait. Donc, voilà. Ça, c'est la grosse ceinture, là, en rouge, c'est la grosse ceinture de Van Allen dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis on voit tout un tas d'autres trucs. Et puis voilà. Alors, une fois, la 5, ils ont fait un film qui parlait des aurores, et puis ils m'ont demandé d'être expert pour leur film. J'ai dit d'accord, mais à condition que je puisse prendre un petit bout du film. Ils m'ont dit ouais, d'accord. Alors voilà, ils ont fait ces... Voilà. Alors ça c'est la Terre avec la graine qui tourne sur elle-même, cette graine de fer, on l'appelle la graine liquide. Au centre de la graine liquide, le fer s'est déjà solidifié, là, on l'appelle la graine solide. C'est là que se crée le champ magnétique de la planète. Et puis là, vous allez reconnaître, du coup, comme j'ai pu dessiner au tableau, les lignes de champ magnétique dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on montrerait une boussole dans l'espace. Et puis, voilà, ça se ferme sur l'ovale auroral. Et s'il n'y avait pas le vent solaire, ce serait comme ça. Mais comme il y a le vent solaire qui arrive, avec son champ magnétique interplanétaire, et ben il perturbe cette cavité. Les dessine, c'est énorme comme truc, c'est vraiment... Enfin, moi je trouve ça super joli. Quand on regarde la Terre, là le satellite, c'est un satellite américain, il passait au-dessus de l'hémisphère nord, et le Soleil était caché par la Terre. Donc ça fait comme une couronne, on a appelé cette photo la Terre couronnée, quoi. Et tout autour on voit l'atmosphère
qui rayonnent, là, la lumière du soleil. Et puis quand on passe au niveau de l'équateur, eh ben, on voit un ovale au nord, un ovale au sud, c'est les mêmes, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces particules rentrent dans l'atmosphère? On s'approche des aurores, vous le savez, là, vous l'avez senti quand même. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'atmosphère qu'on respire, vous le savez, c'est fait de dioxygène et de diazote. Qu'est-ce que c'est que ces molécules-là? Le dioxygène, c'est 2 atomes d'oxygène côte à côte. Le diazote, c'est le dioxygène, c'est 2 atomes d'oxygène, et le diazote, c'est 2 atomes d'azote. C'est la même structure. Il y a aussi un autre atome, plus haut dans l'atmosphère, il est plus haut parce qu'il est plus léger, il flotte, c'est des atomes d'oxygène tout seul. Voilà. Donc, jusque typiquement 105 km d'altitude, on trouve du diazote et du dioxygène. Au-dessus, on trouve juste de l'oxygène atomique, juste des atomes tout seuls. Imaginez, donc il y a une molécule, et la molécule, il y a un électron du vent solaire qui arrive et qui va lui taper dedans. Après avoir fait tout ce parcours bizarre, la ceinture d'Analen, tout ça, et ça vient, ça rentre dans l'ovale auroral, ça tape dans la molécule. La molécule, elle reçoit de l'énergie, elle peut se mettre à vibrer comme ça. Nous, dans notre jargon, on parle d'excitation vibrationnelle. Et quand je raconte ça aux collégiens, ça les fait rire tout le temps, ça m'énerve. Alors bref, c'est de l'excitation vibrationnelle. Mais on comprend bien avec les mains qu'il y a plusieurs modes d'excitation vibrationnelle. On peut vibrer comme ça, ou comme ça par exemple. Et la molécule, elle peut se mettre à tourner sur elle-même. Alors on parle d'excitation rotationnelle. Et c'est pas pareil si on tourne comme ça ou comme ça par rapport au champ magnétique. Ou alors, vous savez tous que la matière, c'est toujours la même chose, un noyau, des électrons autour, et bien un électron peut s'écarter. Tôt ou tard, alors tôt, ça veut dire en quelques centièmes de seconde, et tard, c'est 110 secondes, c'est le plus long. L'électron revient à sa position d'origine, la rotation s'arrête, la vibration s'arrête, et l'énergie qui a été donnée par collision est rendue sous forme de lumière. Et ça s'appelle une aurore. Une aurore, c'est des millions et des millions d'électrons qui arrivent à chaque seconde, qui tapent dans des millions et des millions de molécules ou d'atomes de l'air, qui sont excités rotationnellement, vibrationnellement, électroniquement, et qui rendent l'énergie sous forme de lumière. C'est ça, rien d'autre. Les électrons du vent solaire, ils ne peuvent pas descendre plus bas que 80 km d'altitude. S'ils arrivent lentement, à 200 km d'altitude, à 200 km par seconde, pour nous ça c'est lent, alors ils vont se déposer assez haut, quoi, voilà, à cause des collisions. Ils vont se déposer typiquement au-dessus de 200 km d'altitude. Et là, ils vont rencontrer de l'oxygène, des atomes d'oxygène qui vont rayonner dans le rouge. S'ils arrivent à la vitesse normale, moyenne, le plus souvent 370 km par seconde, c'est une moyenne, hein, alors ils vont pouvoir descendre jusqu'à 105-110 km d'altitude. Ils rencontrent aussi de l'oxygène atomique, mais là, cet oxygène, avec l'énergie qu'il reçoit, rayonne dans le vert. Et s'ils arrivent encore plus vite, ils vont pouvoir descendre encore plus bas, jusqu'à 80 km d'altitude, et là, ils rencontrent ce qu'on respire, de l'azote et de l'oxygène moléculaire, qui va rayonner dans le mauve, dans le rose, dans le jaune, dans plein d'autres couleurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu des aurores? Oui. Elles étaient de quelle couleur? Verte. Parce que c'est plus souvent, c'est plus souvent comme ça. Regardez. On a en France les meilleurs, il faut que vous sachiez. Les meilleurs astrophotographes du monde, c'est des Français. Voilà. Et j'ai eu l'incroyable honneur que 2 d'entre eux viennent avec moi en Manip. Et ils ont fait le premier film où on voyait des aurores à la bonne vitesse avec les bonnes couleurs. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Oui. Parce qu'à partir de maintenant, quand même, c'est du gâchis sinon. On ne tape pas les lumières. Donc ce film, il a été fait par Jean Mouette. Et ça, c'est une aurore donc, en Laponie, dans une Manip où on était à côté d'une petite ville qui s'appelle Chibotton. Et donc, vous voyez, on voit les étoiles au travers. Hein. C'est très ténu comme lumière, c'est excessivement ténu. Et donc la couleur la plus fréquente, c'est le vert, entre 105 et 120 km d'altitude. Mais on va commencer à voir, regardez ces franges là de blanc, de mauve. Ça, c'est des franges, c'est de l'azote moléculaire vers 80 km d'altitude, 85, 90. Et ça prend tout le ciel. Et ça, cette image, ça c'est il n'y en a pas beaucoup des films avec les bonnes dynamiques, c'est-à-dire la bonne vitesse. C'est la bonne vitesse, ça peut bouger aussi vite que ça. Quoi. Et ça remplit tout le ciel. Donc évidemment, ça on ne peut pas le voir sur un écran comme ça, c'est pas possible. Quoi. Et je vous laisse regarder. L'aurore la plus brillante que j'ai vue, c'est en 2003. C'était la 4e plus brillante, enfin l'événement solaire le 4e plus intense depuis qu'on les mesure. Et j'ai essayé de lire sous les aurores. J'ai pas réussi, mais je voyais qu'il y avait des lignes sur le livre, rien de plus.
Donc c'est excessivement peu lumineux. Voilà, ces couleurs sont les vraies couleurs. Ce qui se passe dans les photos que vous voyez sur Internet, c'est que les appareils, personne ne sait prendre des photos, sauf les pros. Et donc, quand on vous vend un appareil photo, le constructeur il fait ce qui s'appelle une balance des blancs. Et la balance des blancs, elle permet de représenter à peu près tout ce qu'on voit dans le visible. Et au milieu du spectre visible, il y a du vert. Ce qui fait que les appareils photo, ils sont sensibles au vert, et puis ils ne sont pas sensibles au rouge ou au mauve. Or, du rouge, il y en a par là, je vous montrerai des photos. Du mauve, il y en a là. Et donc, quand les gens prennent des photos avec leur appareil photo, tout ce qu'ils voient ressortir, c'est le vert. Ici, c'est Thomas Ulich, qui est un copain qui travaille en Finlande, qui m'a prêté ce film. Ça, c'est une caméra plein ciel, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on a mis dessus un objectif qui permet de voir le nord, là-haut, le sud, l'est et l'ouest. Et l'est et l'ouest. Et donc, vous allez voir une nuit aurorale, cette fois, c'est très accéléré. Donc le rouge là qu'on voit, eh ben, il est émis vers 200 km d'altitude, 220 km d'altitude, le vert vers 110, et puis on va voir arriver, là on a une chance inouïe, on va voir du bleu même. Par contre les couleurs sont assez correctes. Donc on voit du mauve, on voit du bleu. Le bleu, j'ai pas vu beaucoup d'aurore bleue, c'est assez difficile à voir. Ça peut durer toute la nuit. Donc ça commence quand l'ovale, comme le pôle magnétique il n'est pas aligné sur le pôle géographique de la Terre, et ben quand on est en Laponie, pour nous en Europe il faut être en Laponie, vers 65 degrés de latitude nord, et ben, ça commence vers 7 h du soir, et puis on rentre dans l'ovale auroral, et là le ciel s'allume, et puis ça peut durer toute la nuit s'il y a beaucoup d'activité solaire. Voilà une super belle nuit aurorale. Les pylônes qu'on voit, c'est des tours instrumentées, là où on observe le soleil, on observe tout un tas de trucs dans le ciel, on a des instruments dessus. La photo suivante, on va aller au bout. Pour certaines raisons, souvent ça s'arrête vers 1 h du matin, mais c'est pas très grave. C'est lié à ce champ électrique dont je parlais, le champ magnétique, c'est un peu du détail. Moi ça me rassure un peu parce que quand il fait moins 30 à 1 h du matin, je suis pressé que ça s'arrête. Mais voilà. Après, si vous y allez, moins 30, il suffit de se couvrir hein, pour de vrai. Hein. On met plusieurs paires de chaussettes, plusieurs pantalons les uns sur les autres, plusieurs vêtements. Il faut se protéger le nez et les oreilles parce que ça peut casser, mais c'est tout. Hein. Ça, c'est une photo qui a été prise par un de mes étudiants. Comme je suis nul en photo, je ne prends que des étudiants en thèse qui sont bons en photo. Donc voilà, ça c'est une comète qui était derrière l'aurore. Ça c'est en Arctique, donc beaucoup plus haut en altitude. Et il a eu un prix de photographie avec cette photo. Donc le rouge, rappelez-vous, vers 200 km, 220 km d'altitude, le vert vers entre 100, 105 et puis 110, 120. Ça, c'était juste avant les confinements. J'ai pu partir en Manite, donc en Laponie, de nouveau. Voilà, on a des nuits aurorales. Ça, c'est une belle photo prise par un satellite japonais de l'ovale auroral, avec en dessous toutes les villes des États-Unis. Donc on voit toute la côte est, ici toute la côte ouest. Juste, ça vous montre la dynamique. Et cette dynamique, elle est liée à la dynamique du vent solaire, hein. C'est rien d'autre. Quand le soleil est calme, l'ovale il est plan-plan, hein. C'est aussi bête que ça. Et c'est pour vous montrer que c'est vraiment un phénomène planétaire. Ça, c'est un film qui a été pris de la Station Spatiale Internationale, donc celui-là, on peut le télécharger sur Internet. Et je le trouve vraiment intéressant parce que, il est intéressant à plein de points de vue. Là, on voit la zone rouge là-haut, donc rappelez-vous, le maximum vers 220. La zone verte ici, et puis on voit que ça fait un grand ovale, qu'on va voir vraiment bien au fur et à mesure que la station spatiale passe au-dessus. Un gros cercle, pardon, je ne vais pas dire ovale. Vous voyez, là voilà, et là on quitte l'ovale auroral. Alors, j'en ai fini avec la première partie de ma conférence, et je sais que Thérèse, que je remercie de m'avoir invité, Thérèse avait pensé que je parlerais des aurores dans le système solaire.
mais j'ai envie de vous parler d'autre chose, qui est qu'est-ce que ça nous fait à nous les orans. Voilà. Et en fait, ou plutôt l'activité solaire, ou tout ce qui est lié à l'activité solaire. Et pourquoi c'est important? Parce que dans notre vie de tous les jours, on utilise la même chose que le soleil, de l'électricité et du rayonnement. Tout le temps. Dès que vous sortez votre téléphone portable, dès que vous faites des télécoms, etc., vous utilisez du rayonnement et puis de l'électricité. Vous le savez bien d'ailleurs. Donc, ce n'est pas surprenant que notre monde technologique est devenu sensible à l'activité solaire. Et si vous m'y autorisez, je voudrais bien vous parler de ça dans la demi-heure qui suit. Alors, le premier exemple, c'est les satellites avec leurs panneaux solaires. Quand les panneaux solaires reçoivent beaucoup d'électricité du vent solaire, qui va très très vite, donc quand le soleil est actif, eh ben, ça tape dans les panneaux solaires et ça les dégrade. Bon, déjà ça c'est embêtant. Mais il y a beaucoup plus embêtant que ça. Si jamais il y a de l'électricité qui arrive très très vite dans le satellite, alors ça électrise la carlingue du satellite, ça fait une gerbe d'électricité qui rentre à l'intérieur et qui peut attaquer l'ordinateur de bord. Et ça c'est grave quand on attaque ce qu'on appelle le contrôle de latitude. L'attitude du satellite, c'est ce qui dit la Terre elle est là-bas, le Soleil il est là, quoi. Donc on a des gyroscopes à bord, qui sont maintenant des puces électroniques, mais quand ça attaque le gyroscope, eh ben, le satellite croit que la Terre est là-bas, et donc il se tourne, et puis c'est fini, quoi. Il n'y a rien pour l'arrêter, il se met à tourner sur lui-même, et à cause d'une gerbe d'électricité, de quelques protons et de quelques électrons du vent solaire, on perd un satellite à plusieurs centaines de millions d'euros. Et ça arrive. Donc, voilà. Alors évidemment, ça devient embêtant quand on parle d'une flottille de satellites. Et maintenant, on parle de flottille. Pour le GPS et l'équivalent, donc Galileo ou GLONASS, c'est les équivalents d'Europe et de Russie, et ben, on parle de 24 à 30 satellites. Et ça c'est embêtant, quoi. C'est embêtant pour plusieurs niveaux. D'abord, c'est embêtant pour les constructeurs spatiaux, évidemment, pour les opérateurs spatiaux, mais il s'avère qu'il y a quelques... Et donc on peut s'attendre... faut être cool. Hein. On peut s'attendre à un crash financier mondial en cas d'un événement solaire trop important qui mettrait à bas beaucoup, des milliers de satellites. Et sauf deux choses. Sauf si des gens comme moi ont dit « Attention, il va y avoir une éruption solaire importante et donc vous devez être vos satellites en mode de sauvegarde. » Et puis, si les banques peuvent dire au gouvernement, est-ce qu'on peut déclarer ça comme catastrophe naturelle? Ils n'ont plus à rembourser, ils sont tranquilles. Quoi. Mais ça veut dire que les banquiers, les opérateurs spatiaux, on peut rallumer si vous voulez, les banquiers, les opérateurs spatiaux, et puis les banques et les compagnies d'assurance nous disent, vous autres, là, les scientifiques, vous ne pourriez pas nous faire un peu de prévision solaire, là, nous dire quand est-ce qu'il va y avoir quelque chose sur la Terre? Alors évidemment, là c'est un truc terrible. Il n'y a plus la navette spatiale. Mais il y a une compagnie d'assurance forcément américaine, il n'y a que qui peuvent faire ça, qui a décidé de chiffrer le coût de la vie. Alors vous et moi, on vaut un peu d'argent, mais c'est pas énorme. Moi je trouve ça épouvantable, évidemment, quoi. Un humain est un humain. Mais eux ils ont dit non. Un footballeur il vaut plus que vous et moi. À moins qu'il y ait des footballeurs dans la salle, mais des footballeurs professionnels ils valent cher, quoi. La voix d'une cantatrice, ça vaut beaucoup plus cher que vous et moi, quoi. Pour les assurances. Hein, et ben, ce qui vaut le plus cher, c'est les cosmonautes. Pourquoi? Parce que si les cosmonautes meurent dans l'espace, et ben, tout un programme spatial s'arrête derrière avec tout un tas d'industries. Voilà. Donc, les agences spatiales nous disent, est-ce que vous pouvez prévoir? Parce que il s'avère que le vent solaire, si on a des grandes décharges de vent solaire qui atteignent des cosmonautes, ça peut transformer leur ADN ou les tuer. Et ça, on a eu déjà plusieurs éruptions qui auraient pu être létales, et par chance, il n'y avait pas de cosmonautes à ce moment-là dans l'espace. Le décollage des fusées, c'est beaucoup plus facile parce que Ariane nous dit, est-ce que vous pouvez prévoir quand est-ce qu'il ne se passe rien? Et ça, prévoir quand il ne se passe rien, c'est plus facile que de prévoir quand il se passe quelque chose. On regarde le soleil, il ne se passe rien sur le soleil, on dit c'est bon, vous pouvez lancer. Voilà. Ça, c'est tout. Ensuite, il y a... Alors, vous vous rappelez, je vous ai raconté tout à l'heure que les particules, elles arrivent du soleil, elles enveloppent la Terre, et puis il y a un champ électrique qui se développe. Vous vous rappelez de ça? Quand le sol, il est conducteur, eh ben, les électrons, l'électricité dans le sol, elle est sensible à ce champ électrique, elle commence à se déplacer avec les électrons du vent solaire, dans le sol. On appelle ça des courants géophysiques induits. Et cette électricité, si sur son chemin, il y a des centrales électriques, eh ben,
elles rentrent en interaction avec l'électricité des centrales électriques. Une centrale électrique, c'est des bobines. Ça transforme de l'électricité alternative en électricité alternative. C'est juste ça, quoi. Ça vibre comme ça dans les bobines. Quand elles reçoivent du courant continu qui vient du sol, elles chauffent. Et on fait fondre des centrales électriques. Donc les opérateurs électriques nous disent, est-ce que vous pouvez nous prédire? Ce serait assez cool, quoi. Donc autour de toutes les centrales électriques, il y a des capteurs de champs électriques dans le sol, de courant induit dans le sol. Mais ce qu'ils veulent, c'est pouvoir prédire plusieurs heures ou plusieurs jours en avance, parce qu'ils disent comme ça, et bien on allège la charge sur une centrale et puis on achète du courant au pays voisin qui est moins exposé. Donc les opérateurs électriques nous demandent aussi de prévoir l'activité solaire. Les militaires, évidemment, sont intéressés par tout, les communications, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc en France, maintenant, on a un service opérationnel pour prévoir ça. Il y a évidemment les communications, puisque les communications, c'est de l'électricité et des ondes. Évidemment, c'est très perturbé quand il y a l'activité solaire. Il y a les pipelines, bizarrement, parce que les pipelines, c'est du fer, du métal qui court sur des milliers de kilomètres. Donc ce champ électrique dont je vous parlais, ça fait bouger les électrons dedans et ça le corrode. Donc, il y a d'autres choses. Les opérateurs qui cherchent du pétrole, quand on cherche du pétrole, avant, on mettait un derrick et puis on allait tout droit comme ça. On a commencé un peu à épuiser les ressources. Alors les opérateurs de pétrole, maintenant ils vont chercher comme ça, là, parce qu'ils savent que là-bas il y a une poche, mais elle est sous un lac, alors on ne peut pas aller forer dans le lac. Donc ils commencent à forer en diagonale. Mais forer en diagonale, dès qu'on est sous le sol, on ne peut plus utiliser du GPS. Et comme on ne peut plus utiliser le GPS, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent le champ magnétique de la Terre. Ils ont un modèle du champ magnétique de la Terre, ils se repèrent avec. Seulement dès qu'il y a du vent solaire qui arrive, le champ magnétique il se met à bouger dans tous les sens. Donc ils nous disent, vous pouvez nous dire quand est-ce que ça va se mettre à bouger? Donc vous imaginez, c'est incroyable. Toutes les grosses industries, toutes, y compris le tourisme bien sûr pour les aurores, nous demandent, est-ce que vous pouvez prévoir l'activité solaire et qu'est-ce qui va se passer sur la Terre? Et c'est pour ça qu'on a créé une discipline qui s'appelle la météorologie de l'espace. Alors, donc on a créé ça. Quand on a créé la météo de l'espace, on avait une définition. Rapidement, les Américains sont venus avec une définition que j'ai trouvée épouvantable, qui était la météo de l'espace, c'est tous les phénomènes liés à l'activité solaire qui peuvent mettre en danger la vie sur Terre et nos sociétés technologiques. Alors ça, c'était l'angoisse, quoi. Ils jouent tout le temps sur la peur. Moi, j'ai eu une chance complètement folle. J'étais au bon moment, au bon endroit pour structurer la météo de l'espace en Europe. Donc j'ai fait un projet européen, à la commission, ils m'ont dit, ouais, on donne un peu de sous, vas-y, réunis tes collègues. On était 24 pays, et j'ai demandé à mes collègues, est-ce que vous avez peur de mourir d'une éruption solaire? Dans la salle, parce que c'est comme ça dans l'Union européenne, il y avait aussi des Turcs, des Israéliens, il y avait des gens de plein de pays, quoi. Pas seulement de l'Union. Et ils nous ont dit, ben non, moi j'ai peur de la guerre, moi j'ai peur d'un sniper, moi j'ai peur d'un tremblement de terre. Il y en avait beaucoup parmi nous dont les parents avaient vécu la guerre, des choses comme ça. Mais personne n'a peur de mourir d'une éruption solaire, c'est bon, quoi. Donc on s'est dit, on va créer notre définition européenne de la météo de l'espace, qui est une définition qui n'est pas basée sur la peur. Il ne faut pas avoir peur, c'est super important. Nous, ce qu'on a dit, c'est on veut étudier les phénomènes dans l'espace, on veut étudier ce qui se passe, on veut les prévoir, parce que c'est bien, c'est chouette, c'est beau. Voilà, donc, et cette définition, maintenant, elle a été adoptée par tout un tas d'agences mondiales. Alors, je vais me pencher un peu. Ça va, je ne vous déçois pas en parlant de météo de l'espace. Alors, je vais vous montrer un peu plus en détail. Il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse éruption solaire. Alors, on sait ce que c'est un peu une grosse éruption solaire. On ne sait pas ce que c'est une très grosse. Une grosse, il y en a une en 1989, tu en as parlé, celle qui a éteint elle a fait sauter une centrale au Québec, tout s'est éteint, etc. Et puis, mais il y en a eu des encore plus grosses. La première qu'on connaît, qui a été documentée, elle a eu lieu en 1859 et elle a été documentée par un Britannique qui s'appelle Lord Carrington. Donc on l'appelle l'événement Carrington. Et à ce moment-là, on faisait des communications par Morse, donc sur des milliers de kilomètres en Europe et puis en Amérique, il y avait des fils électriques qui transportaient le morse, et puis régulièrement il y avait des stations parce qu'il y avait de moins en moins de puissance, donc les opérateurs ils écoutaient le message et puis ils le renvoyaient avec un peu plus de puissance sur le fil. Des milliers de kilomètres de fils électriques qui voient passer un champ électrique comme ça du vent solaire, et bien les électrons ils se mettent à suivre le champ électrique du vent solaire, ils bougent. Et donc ils se sont mis à bouger dans les fils électriques, et puis ils ont mis le feu aux machines des opérateurs, quoi. Ils étaient en train de faire un message et tout, d'un seul coup ça prenait feu. Donc Carrington, il a dit, mais moi il y a 2 jours, j'ai vu un truc, il y a quelques heures, j'ai vu un éclair absolument phénoménal sur le soleil, c'est lié.
Et donc on a pu, à partir de là, calculer ce que c'était. S'il y avait un événement Carrington, s'il y avait un événement à peu près la moitié d'un Carrington, ça c'est toutes les centrales électriques aux États-Unis qui seraient affectées. En rouge, elles seraient nazes, c'est fini, et en vert, on pourrait les réparer. Et ça veut dire qu'il y aurait pendant quelques jours à quelques semaines 130 millions de personnes qui n'auraient plus d'électricité aux États-Unis. Évidemment, c'est un peu embêtant quand même. Il y a un papier qui m'a un peu effrayé, fait par des Japonais. Les Japonais sont évidemment très sensibles à ça, qui est paru l'an dernier. Les Japonais ont dit, dans certains cas, ça pourrait faire fondre des cœurs nucléaires. Et là, on rigole moins, quoi. Jusqu'à présent, moi, ça me faisait plutôt marrer parce que j'aime bien les horreurs. Quand j'ai lu ce papier, j'ai trouvé ça moins cool quand même, quoi. Je ne sais pas comment ça fonctionne un cœur nucléaire, donc je ne sais pas pourquoi ça pourrait le faire fondre. C'était paru dans Nature. Comme les Japonais sont très très forts parce qu'ils se sont dit, mais est-ce qu'il peut y avoir des événements pires que l'événement Carrington? Alors il y a un gars, Shibata, je l'adore, Shibata, c'est un grand monsieur, quoi. Shibata, il a dit, eh ben, il y a un satellite qui s'appelle Kepler qui observe les planètes très très loin dans l'univers. Et ben moi, je ne vais pas observer les planètes, je vais observer les étoiles et je vais chercher des étoiles de type comme le Soleil, qui ressemblent au Soleil. Il en a trouvé 360 et les a observés pendant 1 an. Et il a vu dessus des éruptions beaucoup plus puissantes que l'éruption Carrington, plus de 100 fois plus puissantes. Et là, on s'est dit, ben, ça peut se produire, quoi. Comme il n'a que 300 et quelques étoiles, on ne sait pas tous les combien ça se produit. On estime que c'est de l'ordre du million d'années, voilà. Mais voilà. La statistique actuelle, c'est plutôt tous les millions d'années, à peu près. Et alors, il y a d'autres Japonais qui se sont dit, mais quand il y a une éruption solaire, alors il y a des particules d'électricité qui arrivent à toute vitesse, qui se déposent de partout, ça fait de l'électricité dans le sol, ça perturbe les arbres. Or, on a des arbres qui ont des fossiles d'arbres de plusieurs centaines de milliers d'années. Donc, ils sont allés faire des carottes dans ces fossiles d'arbres, et ils ont trouvé qu'il y a 700 000 ans, il y a eu quelque chose qui pourrait ressembler à 100 fois un événement Carrington. Alors d'un côté, on a Shibata qui nous dit « oh, c'est de l'ordre du milliard d'années », les autres qui nous disent « ouais, ça s'est produit à 700 millions ». Je dis « waouh, on ne sait pas quoi ». En même temps, il ne faut pas avoir peur. Surtout, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Je vous raconterai comment je fais avec les politiques, parce qu'en vérité, pour de vrai, ça va, on ne va pas mourir de l'éruption solaire. Il y a plein de trucs qui font beaucoup plus peur que ça, il faut être cool avec ça. On a fait une connerie. Nous autres, les humains, on a envoyé plein de satellites dans l'espace et on les a laissés se dégrader. Et puis quand ils se dégradent, il y en a qui explosent, il y a des collisions, etc. Et ça fait des milliers de débris dans l'espace. Et quand il y a une éruption solaire, eh ben, il y a plein de rayonnements qui arrivent, plein de particules, ça chauffe, ça donne beaucoup d'énergie dans la haute atmosphère, au-dessus de 80 km d'altitude, là où il y a les satellites. Et comme cette énergie, ça peut se comparer à du chauffage, ça se dilate. Et ça se dilate et ça emmène avec soi les débris. Et donc ces débris se mettent à flotter, on les perd. On a 2 centres de suivi des débris. Il y en a un à Darmstadt en Allemagne et puis un à Langley aux États-Unis. Et donc on suit les débris, et puis si on les perd, on ne sait pas où ils sont, et ils vont à 8 km par seconde. Une balle de fusil, c'est 400 mètres par seconde. Là on parle de 8 km par seconde. Un débris de 5 cm à 8 km par seconde qui va taper dans une carlingue de satellite, ça le flingue. Donc on ne sait pas où... C'est un peu la panique dans ces cas-là. Moi je trouve ça plutôt marrant, mais eux, pas trop. Ça, c'est la ceinture de débris actuelle. Et puis, quand on a commencé à s'intéresser à ça, voilà, on s'est dit, mais il va falloir quand même faire quelque chose. En 2209, ça pourrait ressembler à ça. On sera entouré d'une ceinture de débris si on ne fait rien. Donc, il a commencé à y avoir des règlements internationaux sur les débris. Et puis, c'était épouvantable. L'ONU m'a dit, Jean, tu peux venir à Vienne parce qu'on a besoin de parler de météo de l'espace, comment ça se passe et tout. Et j'ai voulu y aller. Et en fait, le secrétariat à l'université, ils avaient oublié de me prendre le billet d'avion, donc je ne suis pas allé. Oh. C'est pas très grave, c'est plutôt drôle. Moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. J'étais assez content. Donc, le business as usual, voilà. Donc, les pays européens, les pays mondiaux, ont commencé à signer des traités pour dire on va réduire les débris. Quoi. Comment vous le savez bien, parce que il y a quelques jours maintenant, il y a eu une collision de 2 satellites. Et ça, c'est pas par hasard, évidemment. C'est les Russes qui ont voulu dire aux Américains, nous on est tellement forts que si on veut, on peut détruire tous vos satellites. Et comment on fait? On vous envoie un satellite en fin de vie sur un de vos satellites à vous. Quoi. Et ça a créé des milliers de débris spatiaux. Quoi. Donc en fait, ces pays sont tellement crétins, excusez-moi, c'est ce que je pense, qu'au lieu de faire ce qu'il faudrait, c'est-à-dire de commencer à vider notre espace des débris, ils en rajoutent.
Alors, donc les satellites, je vous en ai assez parlé. Le positionnement, je suis sûr que ça vous est tous arrivé. Vous avez votre GPS qui est dans la voiture, vous êtes en train de conduire, et d'un seul coup, le GPS, il vous dit que vous êtes à 15 mètres de l'autoroute. Vous avez tous déjà vécu ça. Mais vous vous dites, le GPS, il est malade. Il n'est pas malade du tout. Pour vous positionner, il faut voir 4 satellites au moins de la constellation GPS. Et si jamais il y a une grosse éruption, même une petite éruption solaire, et ben l'air commence à toujours au-dessus de 80 km d'altitude. On est dans l'espace quand même. Mais ça modifie un peu les propriétés, et du coup votre GPS, c'est pas exactement où est le satellite. Et c'est comme ça qu'il y a des... On s'en fout, dans une bagnole, c'est plutôt drôle. Nous, à Grenoble, on a des barrages au-dessus de Grenoble qu'on surveille par GPS. Et si jamais un barrage commence à s'effondrer, eh ben, le GPS bouge de quelques centimètres. Et là, on a des sirènes qui nous disent « Vous avez 2 heures pour partir en montagne ». C'est arrivé une fois. Du coup, il y avait tellement d'embouteillages que personne n'a pu partir. Mais c'est vrai, c'est absurde. Quoi qu'il en soit, évidemment, si jamais on fait partir tous les gens de Grenoble et qu'en vérité c'était une éruption solaire, c'est un peu gênant quand même. Donc, il y a plein d'autres applications comme ça. Ça, c'est un truc qui m'a bien fait rire, c'est un collègue britannique, il était en vélo, et puis d'un seul coup, son GPS sur son vélo lui a dit qu'il roulait à 62 km à l'heure. En fait, il est plan-plan, hein, il est beaucoup plus épais que moi, il est plan-plan, il a un vélo cool et tout, quoi. Et donc je lui ai dit de s'inscrire au Tour de France. On a regardé en fait, et donc il était en Suède, là c'est vrai. Et on a regardé, en fait, il y avait juste eu un événement solaire la veille, l'avant-veille. Donc c'est vraiment ça, on pouvait expliquer tout ce qui s'était passé. Ouais. En 2015, on a eu une panne de satellite en Europe. Sur un aéroport. Malheureusement, il y avait un radar qui pointait un peu trop vers le soleil, vers le sud, un radar que les avions utilisaient à l'atterrissage. Il a été aveuglé par une éruption solaire, et d'un seul coup, il ne voyait plus rien. Et là, c'était rigolo, en Suède, ils ont cru que c'était un attentat, parce que tout le monde est super nerveux en ce moment. Ils ont tout arrêté l'aéroport, parce qu'on ne savait plus où étaient les avions. Les avions ont dû se dispatcher immédiatement sur les aéroports voisins. Donc en Norvège et puis en Finlande, ils ont embouteillé les aéroports, qui ont commencé à embouteiller les aéroports au Danemark et puis en Grande-Bretagne. Et en l'espace de 3 heures, tout le ciel aérien était encombré. Donc une éruption solaire, c'est cher en fait, parce que ça fait les gens qui ont des retards, ils ne peuvent pas avoir leur correspondance, il faut leur payer l'hôtel, etc. etc. Donc, sur la santé, c'est à mon avis encore très hypothétique la santé. Il s'avère que j'ai créé, parce que encore une fois j'étais au bon endroit au bon moment, c'est rien d'autre, mais j'ai créé le journal européen de la discipline, la météo de l'espace, donc je reçois plein d'articles et je ne suis pas convaincu par les histoires sur la santé. Pourquoi? Les Russes, c'est les plus forts là-dedans, donc ils se disent, est-ce que les variations magnétiques de l'activité solaire pourraient affecter la santé humaine? Alors ils prennent des gens, des volontaires, ils ont fait ça, quoi. Ils leur disent, vous allez venir dormir à l'hôpital, mais on va mettre autour de vous des bobines avec du champ magnétique, quoi. Donc il y en a qui n'ont pas de champ magnétique, d'autres qui en ont, mais ils ne le savent pas, quoi. Donc on les allonge dans un lit, et autour d'eux, il y a des espèces d'énormes bobines avec plein d'électricité qui tournent comme ça, etc. Et ils sont morts de trouille, quoi, hein. Donc ils dorment mal, quoi. Donc en fait, ça ne marche pas, quoi. Alors les Russes, ils se sont dit, bah, c'est pas grave, on va le faire sur nous on est docteurs, on n'a peur de rien, quoi. Mais nous, on leur a dit, mais attendez, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes docteur, vous savez tout ce qui se passe, vous êtes des scientifiques, quoi. Vous n'êtes pas du tout un bon échantillon, vous êtes super bien nourris, bref, c'est super dur à faire des médicaments. Donc pour le moment, je ne suis pas très convaincu par ce que j'ai lu sur la médecine. Je voudrais faire une parenthèse sur le climat, on en a parlé tout à l'heure avec Thérèse, et ouais, je voudrais faire une parenthèse sur le climat, parce que ça me tient à cœur. Et puis, voilà, comme c'est une parenthèse, je voudrais que ce soit décompté de mon temps. Si on avait dit 1h30, ça va durer un peu plus, mais ça n'en fait pas partie. Non, mais il y aura un quart d'heure. Voilà. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Je vous ai dit, je sais qu'il ne faut pas montrer des courbes dans les conférences, donc je vous montre celle-là parce qu'elle est célèbre, elle est très célèbre. Voilà. Donc, sur cette courbe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compté le nombre de taches solaires depuis les années 1600 à peu près, quand on a commencé à les compter. Et puis on a eu toute une période comme ça, entre 1650 et 1700, où il n'y en avait pas des taches solaires. Et puis ensuite, il y en avait de plus en plus. Alors ici, c'est en rouge comme ça. Là, on a commencé à bien les compter avec des bons instruments. Et là, il y en avait beaucoup, puis pas beaucoup. Ça, vous reconnaissez, c'est un cycle solaire. 10 à 13 ans entre les deux, beaucoup, pas beaucoup.
Voilà, et puis en moyenne, quand il y en avait beaucoup, il y avait 100 taches solaires sur le soleil. Et puis là, dans les dernières années, c'était pas 100, c'était 200, 250. Ici, quand il n'y en avait pas du tout, il y avait ça sur Terre. Les frères Bruegel, ils ont dessiné des gens qui patinaient à Amsterdam sur la rivière. C'est ce qu'on a appelé la petite glaciation. Et quand il y en avait beaucoup des taches solaires, eh ben, il y avait le réchauffement climatique. Donc les climato-sceptiques, ils ont dit, eh ben, c'est clair, le réchauffement climatique, il est dû aux variations de l'activité solaire. Moi, à cette époque, j'avais calculé comment l'activité solaire chauffait au-dessus de 80 km d'altitude. Et ils ont pris mes travaux, et ils ont dit, bah, regardez, Lillenstein, c'est moi, il a dit que plus il y a d'activité solaire et plus il fait chaud. Donc je suis allé les voir dans les meetings, je leur ai dit, mais non, ça ne marche pas comme ça. Comment c'est là où je vais, le collège où je vais, Roland Garros. C'est comment? Roland Garros. Roland Garros, mais c'est dans quelle ville là? Le tampon. Le tampon, merci. C'est l'équivalent de, si vous allumez une bougie ici, à Saint-Denis, et vous dites, ça chauffe le tampon. Voilà. 80 km, c'est à peu près ça, j'imagine, hein, c'est à peu près l'échelle. Donc je leur ai dit, mais comment, si vous allumez une bougie à 80 km là-haut, comment vous voulez que ça chauffe le sol de plusieurs degrés, quoi? Ça ne marche pas, trouvez-moi un mécanisme. Donc on s'est engueulé pas mal, et ouais, on s'est engueulé pas mal. Ça a été assez chaud. J'avais une conférence sur le réchauffement climatique, mais je ne vais pas la faire, mais je vais vous faire cette parenthèse quand même. Donc, ça m'a énervé, et, et donc, avec des collègues, on a dit, ben, on va étudier, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc on a de nouveau eu des subventions de l'Union européenne, on a créé un réseau européen de chercheurs, et le premier jour, quand on a eu la conférence inaugurale, donc j'étais à la tribune, là j'étais mort de trouille, dans la salle il y avait la moitié des chercheurs qui venaient du GIEC, et l'autre moitié qui étaient des climato-sceptiques. Et ils étaient prêts à s'entretuer. Donc j'avais préparé mon discours, j'avais dit, si on découvre que le réchauffement climatique est dû à l'activité solaire, c'est une découverte majeure. Si on découvre que c'est 5% dû à l'activité solaire, c'est une découverte aussi majeure. Il n'y a pas plus ni moins, quoi. Et si on découvre que c'est pas du tout, c'est encore une découverte majeure. On n'est pas là pour s'engueuler, on est là pour faire une découverte et comprendre comment ça fonctionne. Et on a tout examiné. Pendant 4 ans, on a tout examiné. Alors, on les réunissait 2 fois par an, une semaine. Et moi, ce que je faisais, c'est que à chaque fois qu'on se réunissait, il y avait une journée sur la semaine où je mettais des tables dans une salle. Et puis sur chaque table, il y avait un article sur l'activité solaire et le climat. On se mettait à 5-6 autour des tables, on lisait l'article et on en discutait. Dans tous les articles des climato-sceptiques, sans aucune exception, il y avait des erreurs. Tous. Et des fois, des erreurs de mauvaise foi. Donc moi, une de celles que moi j'ai levées, donc je peux vous la dire, parce que la collègue qui l'avait écrite était là, elle a dit l'ozone est un gaz très important pour le réchauffement climatique, et donc elle a fait des modélisations sur l'ozone, et elle n'a pas pris la taille. Donc, comment l'ozone réagit au rayonnement solaire ultraviolet, là, celui qui bouge tout le temps. Et elle n'a pas pris la taille de l'ozone dans ses modèles, elle a pris la taille de l'azote. Et je dis, mais pourquoi tu as pris la taille de... C'est compliqué à découvrir comme erreur, parce que noyé dans des milliers de paramètres, je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Elle m'a dit, oh, mais je ne trouvais pas la taille de l'ozone par rapport à l'ultraviolet, donc j'ai pris celle de l'azote, parce que celle-là, on la trouve partout. On ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça, c'est pas bien. On ne peut pas tricher, il ne faut pas tricher. Donc voilà, et peu à peu, tous les climato-sceptiques sont partis. On a examiné tous les mécanismes qui avaient été proposés par les climato-sceptiques, il y en a plein. Ils ont tous été invalidés, tous. Pas que je voulais les invalider, je m'en foutais, j'en avais rien à faire, c'est pas mon problème, je voulais faire une découverte. On les a tous invalidés. Donc on a fini par publier un bouquin. Donc voilà. Notre conclusion à la fin, c'était de dire aucun mécanisme ou aucun ensemble de mécanismes dus à l'activité solaire ne peut expliquer le réchauffement climatique. Peut-être qu'on en a oublié, mais si on en a oublié, si des gens publient un article pour dire voilà, vous avez oublié ça, ils doivent publier d'où viennent les données. Or, les climato-sceptiques, dans les articles des climato-sceptiques, souvent on ne sait pas d'où viennent les données. Ou alors, ça a été comme dans ce qui s'est passé, il y a eu toute une polémique avec un article d'un type qui s'appelle Fritz Christiansen. Il n'avait pas utilisé les bonnes températures, il avait utilisé les températures de l'hémisphère nord pour dire que ça représente l'ensemble du globe. Ils doivent dire d'où viennent les données, c'est super important. Et s'il y a des trous dans les données, comment ils les ont comblés. Or, ça, c'est les erreurs principales qu'on a trouvées. Finalement, la conclusion,
qu'on en a tiré, c'est que voilà, en fait, le réchauffement climatique il est dû à l'activité humaine et pas à l'activité solaire. Parce qu'il y a plein de raisons. Donc on est pour la COP 21, et moi j'avais organisé tout mon truc pour qu'on nous rende des conclusions à la COP 21. Et à la COP 21, on sort un bouquin qui est celui-là, donc il y a mon nom là-dedans, parce que c'est moi qui coordonnais ça. Et dedans, on met toutes nos conclusions. C'est un livre qui est en anglais, mais qui s'adresse aux décideurs politiques, aux journalistes scientifiques, etc. Donc qui est accessible par plein de gens. Et on fait une grande conférence de presse. Et la conférence de presse, elle est prévue un jour où il y a une bande d'abrutis qui va faire un attentat à Paris. Et évidemment, on a abandonné la conférence de presse, parce que, vous le savez tous, il y a des procès en ce moment, c'était une épouvante ce truc, c'était terrifiant, quoi. Donc évidemment, on a arrêté la conférence de presse, et très peu de gens ont parlé de notre livre. Mais c'est pas grave, parce que, au moins, maintenant, on sait que les propositions des climato-sceptiques reposent sur des données tronquées. Ça, on l'a prouvé, on a mis 4 ans pour le démontrer, et c'est pas parce que je voulais le démontrer, je m'en foutais, moi. C'est parce que ça s'est trouvé comme ça. Et le problème qu'il y a, c'est qu'évidemment, il y a quelques puissants dans le monde qui s'en foutent complètement de ces conclusions. Même si Trump a été remplacé par Biden, ce qui est quand même pas mal, pour le climat. Moi, je ne fais pas de politique, je m'en fous. Mais bon, pour le climat, c'est plutôt mieux. Alors, si bien que maintenant, je ne les appelle plus les climato-sceptiques, je les appelle les climato-négationnistes. On m'a dit, c'est trop fort, arrête de dire ça. On m'a dit, appelle-les les climato-menteurs si tu veux. Voilà. Ou alors, j'en ai presque fini avec ma conférence sur la météo. France Info Télévision, il nous disait on va les publier 8 fois par semaine, vous nous en faites un par semaine et on le mettra à l'écran 8 fois. Et puis France Info TV, c'est un diffuseur, c'est pas un producteur. Et quand on a fait un démonstrateur, ils m'ont dit bah maintenant t'as plus qu'à trouver les sous. J'ai dit moi je suis chercheur, c'est pas mon but, vous trouvez des sous pour diffuser un truc sur votre chaîne. Donc ça s'est arrêté là. Mais on est en train de redémarrer le projet maintenant avec des youtubeurs. Donc je pense que d'ici un an, on va pouvoir faire des bulletins de météo de l'espace, au moins un par semaine, qui vont être diffusés sur plusieurs chaînes scientifiques YouTube. Et là, on pense toucher plusieurs millions de personnes. Alors regardez, comme je voudrais vous montrer à quoi ça ressemble le bulletin qu'on avait fait. Vous allez voir que mon but, c'est pas d'effrayer. Quoi qu'il arrive, je refuse la peur. « 2 avril, silence radio et branle-bas de combat dans la ronde des satellites terrestres. Tout ça à cause d'une poignée de photons et particules solaires venus effleurer la Terre. Que s'est-il passé? Le 1er avril, une zone sur le bord ouest du Soleil qui était calme jusqu'alors a commencé à se modifier. Ça, c'est Elle une vraie était image. grosse comme la Terre et Ça, en c'est un quelques modèle. heures, sa surface a triplé. Entre le 1er et le 3 avril, cette zone a engendré 7 éruptions solaires importantes que l'on a pu observer par différents télescopes spatiaux. On les voit très bien sur cette animation. Ça, c'est un ici. modèle La Terre belge, est là enfin au centre européen. du Soleil. Énorme. Regardez, on Super. peut compter très facilement les 7 éruptions. Celles-ci ont laissé échapper dans l'espace des particules chargées électriquement qui ont frôlé la Terre. Les centres d'observation de météo de l'espace ont envoyé de nombreux bulletins d'alerte entre le 1er avril à 21h45 et le 3 avril à 14h23. La surveillance des satellites a été renforcée car ils sont sensibles à ces particules électriques. Pourtant, quelques satellites ont subi une variation d'orbite. Le rayonnement X a été partiellement intercepté par la Terre, mais le 2 avril, les communications radio civiles et militaires ont connu quelques perturbations. Le Soleil effectuant une rotation en 28 jours, cette zone active pourrait réapparaître et impacter la Terre quand elle sera de nouveau sur la face visible du Soleil. Pour la semaine prochaine, on prévoit une météo du Soleil visible peu agitée. Et pour finir, un clin d'œil à Jupiter qui, cette semaine, était au plus près de la Terre. Voilà. Quand je rencontre des politiques, parce que maintenant, c'est très, très bête comme truc, il s'avère que j'ai beaucoup structuré la météo de l'espace en Europe, et ça m'amène à rencontrer des politiques. Ce que je leur dis, c'est prenez les événements de météo de l'espace comme un aléa supplémentaire. J'ai rencontré le responsable de la sécurité à la mairie de Paris. Donc on a parlé de l'eau au début, et il m'a dit, nous on a de l'eau pour tenir 3 jours. Si jamais il y avait un gros problème, on peut alimenter en eau tous les Parisiens pendant 3 jours, on a les réserves, elles sont là, là et là. Et
Et je lui ai dit, ben, c'est intéressant ce que vous me dites, mais imaginez qu'au même moment, il y ait une grosse éruption solaire, on est obligé de descendre la charge sur les centrales électriques, et vous avez besoin de distribuer de l'eau. Est-ce que ça peut poser un problème? Prenez-le juste comme un aléa supplémentaire, pas comme un truc qui va nous tuer, ça ne va pas nous tuer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une vague de chaleur? Tout le monde a les climatiseurs à la maison, et puis d'un seul coup, de nouveau, il faut baisser les centrales électriques et on ne peut plus se servir des climatiseurs. Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux ou les EHPAD? Est-ce que vous pouvez juste tenir compte de ça comme un aléa supplémentaire? Ils sont super forts pour faire face à un aléa. Une vague de froid, une vague de chaleur, un raz-de-marée, etc. Ils sont vraiment très très bons. Deux aléas, ils ne savent pas très très bien faire. Or, dans l'histoire, toutes les grandes catastrophes industrielles, elles ont au moins deux causes à chaque fois. Donc c'est mon message auprès des politiques, c'est ça. Et c'est le même encore aujourd'hui. Avec vous, c'est on ne va pas mourir, il faut juste se préparer, préparer nos industriels et on y travaille pour que quand il y aura des grosses éruptions, ils soient prêts à y faire face et que les gens qui s'occupent de la sécurité civile soient prêts à répondre à cet aléa en tant qu'aléa supplémentaire. Voilà, donc c'est un peu compliqué parce que l'OCDE a fait une étude en 2011, l'OCDE, vous savez évidemment tous ce que c'est, et elle a publié son rapport qui dit que la météo de l'espace, c'est une des 5 plus grandes menaces qui règnent sur la Terre, avec les risques financiers systémiques, les cyber-risques, les troubles sociaux et les pandémies. C'était avant le Covid. Voilà, moi j'essaye de leur dire, oh c'est bon, quoi, arrêtez, quoi, ça va. On va pas... évidemment, vous pouvez me croire, vous pouvez me dire, mais c'est un spécialiste, je le crois, mais je vous ai montré un peu, il y a tellement de dangers sur Terre, c'est bon. Et il faut juste sortir, sortir de l'émotionnel et se dire, maintenant qu'on sait que ça existe, on discute avec les industriels. Moi je suis avec AXA, je discute avec AXA, avec l'armée, etc. Et peu à peu on leur dit, juste prévoyez tel truc, quoi. Mettez en place tel frein qui va vous permettre de faire face à une grosse éruption. Voilà, parce que vous l'avez compris, si jamais on éteint l'électricité à 130 millions de personnes aux États-Unis, c'est le même coût qu'un tremblement de terre, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. Et vous l'avez compris aussi, c'est parce qu'on ne sait pas quel est le pire des cas. Donc on travaille là-dessus à comprendre quel est le pire des cas qui pourrait menacer. Ce qui est assez amusant, moi je trouve ça assez amusant, c'est que les sociétés les plus résilientes, si ça arrivait, sont les moins technologiques. Donc ça veut dire que là, pour le coup, c'est les pays d'Afrique noire qui résisteraient le mieux à une éruption solaire. Voilà, donc le message que je veux dire en terminant, c'est pas de panique. Autant considérer ça comme quelque chose de super beau. Les aurores, c'est magnifique, si vous pouvez aller en voir, c'est un vrai rêve. Et puis se dire, mon but quand même, c'est que dans un an, on va commencer à faire les bulletins de météo de l'espace, et puis rapidement, on va faire une appli web, et puis les gens, ils seront dans le métro, il n'y en a pas ici, dans les villes où il y en a, et puis ils vont recevoir une alerte, et puis ils vont voir une éruption solaire, quoi. Ils seront dans le métro, il fait chaud, ils sont fatigués, ils ont travaillé, et d'un seul coup, ils vont voir ce truc tellement beau, quoi. Ce truc qui s'échappe du soleil, et c'est juste beau, j'espère que ça vous a plu tout à l'heure. Donc c'est ça mon but, c'est juste de faire rêver les gens, et qu'ils comprennent qu'on est vraiment en connexion avec l'espace. Voilà, je vais faire une publicité éhontée. J'ai publié plusieurs livres. Celui-là, il a été publié cette année. Je fais la pub parce que je refuse les droits d'auteur. Voilà, c'est comme ça. Moi, je pense que j'ai un salaire, je n'ai pas touché de droits d'auteur. Donc, les droits d'auteur de ce bouquin, ils ont, j'ai demandé à l'éditeur de baisser le prix du livre, il a dit non. Alors, je lui ai dit, les droits d'auteur, on va les donner à une association qui travaille sur le ciel noir, là, pour essayer d'éteindre les lumières parasites et la pollution. Voilà, donc c'est pour ça que j'ose faire de la pub. Donc ça c'est un bouquin où il y a à peu près tout ce que je vous ai dit en plus détaillé, et qui s'adresse à vous en fait, qui s'adresse au grand public. Voilà, il est publié, on l'a publié cette année. Et puis voilà, il y a eu d'autres bouquins que j'ai sortis, c'est pas très important, mais ceux comme on ras-le-bol des sciences, j'ai fait un bouquin de philo pour expliquer ce que c'est que les sciences, enfin raconter ce que j'en comprends en tous les cas, voilà, c'est un plus simple que le philo. Et je m'arrête là et je vous remercie de votre attention, et je suis prêt à répondre aux questions si elles ne sont pas trop dures. Allez-y, s'il y a des questions, j'imagine qu'il y en a. On parle beaucoup des aurores boréales dans l'hémisphère nord, mais est-ce qu'il y en a dans l'Antarctique? Et s'il n'y en a pas, pourquoi? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux pôles? C'est exactement les mêmes, c'est assez terrible. Donc, et pour cette raison-là, donc on a les particules qui tournent dans la ceinture de radiation, et il y en a autant qui partent d'un côté que de l'autre. Et on a mis une caméra, donc au pied des livres géométriques, on a mis une caméra là, puis une caméra de l'autre côté, là, exactement là.
C'est des collègues finlandais qui ont fait ça, qui ont filmé les aurores et nous les ont montrés à un meeting. Ils ont dit c'est laquelle qui est au sud et laquelle qui est au nord. C'était pas possible de savoir. C'est exactement pareil. Ce qui était troublant, assez amusant, c'est qu'on voyait les mêmes intensités au même moment. C'était incroyable comme truc. C'était magnifique comme démonstration. Les mêmes. Moyennant quoi, quand je dis à l'Institut polaire français ou au CNRS, quand je leur dis je voudrais aller faire des manips en Antarctique, ils me disent non, c'est beaucoup trop cher. T'as qu'à aller en Arctique, c'est les mêmes. Donc je vais en Arctique, je ne vais pas en Antarctique. Parce qu'ici, à La Réunion, il y a la préfecture de CAF. L'ITER, vous êtes au courant. Donc vous êtes dans un lieu clé. Vous avez raison. Par rapport à l'hémisphère. Ceci dit, je vais y mettre. Enfin, hier, ce matin, je suis allé à Maïdo, et puis hier, j'étais avec mon cousin au MAC, invité par Thérèse, Sylvie, Pierre, des gens d'ici. Et le but, c'est que je vais y mettre des instruments aussi, si je peux. Donc, je vous raconte en quelques mots. J'espère que ça ne vous ennuie pas. La lumière naturelle, quand elle avance vers vous en vibrant n'importe comment. Mais de temps en temps, il s'avère que la lumière peut se mettre à vibrer dans un seul sens. On dit qu'elle est polarisée. Voilà. Alors, je me suis dit, il y a quelques années, je me suis dit, mais c'est très con comme truc. Les électrons, ils arrivent le long du champ magnétique, ils tapent là-dedans dans un atome, l'atome, il se met à vibrer comme ça, quoi. Et après, quand l'atome arrive à l'équilibre, la lumière, elle part comme ça. Elle est polarisée, c'est quand même nul, c'est dingue, c'est facile, en fait, tout le monde comprend ça. Quoi. Alors, si l'électron il venait comme ça, et ben on vibrerait comme ça, et puis hop, la lumière partirait comme ça. Ça veut dire que si je mesure cet angle-là, et ben je suis capable de savoir d'où vient le courant dans l'atmosphère. Je suis capable de mesurer des courants, quoi. C'est dingue, c'est rigolo. Quoi. Et donc j'ai fait un instrument, un polariseur, un polarimètre. J'ai fabriqué un instrument qui me permet de voir dans les aurores comment vibre la lumière. Effectivement, donc ça m'a pris un certain temps, mais depuis 2 ans, je sais que je vois vraiment les courants. Je vois les courants et je vois comment bouge le champ magnétique sous l'activité solaire. Ça a plein d'applications. C'est pas très... Il y en a plein, on a en météo de l'espace, mais c'est pas le... Je vais parler de ça au tampon, aux collégiens après moi. Et donc, au bout de quelques temps, je me suis dit, en fait, je le sais, il y a très peu de gens qui le savent, donc maintenant vous allez le savoir. La nuit ici, elle n'est pas noire. Elle a les mêmes couleurs que les aurores. Et pourquoi elle a les mêmes couleurs que les aurores? C'est parce qu'il y a de l'électricité dans l'air qui tape dans les molécules, et puis ça fait la même chose, de l'excitation et de la désexcitation. Et donc, on appelle ça le rayonnement nocturne. On ne peut pas le voir avec les yeux, c'est trop ténu. Pour le voir, il faut être dans les aurores. Voilà, c'est la différence entre le rayonnement nocturne et l'aurore. Donc, mes instruments, ils sont hyper sensibles, parce que mes ingénieurs sont super bons. Et donc, je suis allé au Sénégal, et puis j'ai mis mes instruments au Sénégal, et j'ai vu que c'était là. Donc j'ai pu voir le vert, le mauve, le bleu et le rouge. Je les ai tous retrouvés. Quoi. Le mauve, je m'y attendais même pas. Quoi. Pour plein de raisons, je me disais, non, c'est pas possible. Il était là, donc je le mesure. Donc ça veut dire que j'arrive maintenant à mesurer les courants électriques partout. Quoi. Donc je cherche des lieux permanents où je peux laisser un instrument pendant 1 an et mesurer toutes les nuits, quand il n'y a pas de nuages bien sûr, le champ électrique là-haut. Et je suis en discussion pour avoir un contrat pour en répartir sur la Terre. De telle sorte qu'on voit bouger les courants sur l'ensemble du globe et qu'on voit bouger le champ magnétique autour du globe. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, d'abord je voulais voir ma famille, que je n'ai pas vue depuis longtemps. Mais étant là, je me suis dit, non, je vais aller voir les observatoires, savoir si je peux y mettre un instrument. Parce que l'hémisphère sud est sous-doté. Enfin, il y a le Chili, vous travaillez en collaboration avec le Chili? Ouais, non, pas moi. Moi, je vais en Arctique et en Laponie, essentiellement. Au labo, on travaille beaucoup sur le Chili. On a développé toute l'optique adaptative. Et ce que j'ai vu de plus rapide, c'était 10 heures. Et c'était une catastrophe pour moi parce que on a des instruments, donc en particulier en Europe, on a construit en Laponie, donc sous le Val rural, on a construit des radars géophysiques. Et j'étais en manip. Et je regardais le soleil et les radars étaient en maintenance. Et j'ai vu qu'il y avait un truc terrible qui se passait sur le soleil. Je suis allé voir le chef de station, je lui ai dit arrête la maintenance. Quoi. La France payera, voilà, parce que c'est 1000 € l'heure de fonctionnement, c'est cher. Quoi. Je lui ai dit on paiera, arrête la maintenance, allume tes radars. Il m'a dit oh non, j'en ai vu plein, t'en fais pas, ça va pas arriver avant cette nuit. Quoi. Et le front est passé sans qu'on le mesure. Il était vert, j'étais dans une rage terrible. Ça a mis 10 heures. C'était un des plus rapides. Moins de 10 heures, il n'a pas dû s'en produire beaucoup dans l'histoire connue du Soleil. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que dans 3 ans, les aurores boréales
seront les plus belles, ou en tout cas les plus grandes, etc., puisque le Soleil aura son activité maximale. Ouais, c'est là où il y a le plus de chances d'en voir, en tous les cas. Alors ceci dit, ça fait bientôt 30 ans que je vais en voir. C'est arrivé seulement 2 fois que je n'en vois pas en 2 manips. Il n'y a eu que 2 manips où j'en ai pas vu. Pour les voir, parce que la raison c'est que pour les voir, il faut être dehors. Voilà. C'est très bête, mais il fait moins 15, moins 20, et ça c'est déjà difficile, quoi. Et il y a un moment où la journée, on a fait du ski de fond, parce que si on va en Norvège, tant qu'à faire, on en profite, et on est fatigué le soir, et on se dit on bouffe, et l'aurore elle est passée. On ne peut pas faire ça. Donc il faut dormir la journée, et puis dès qu'il commence à faire sombre, il faut sortir. Évidemment, l'hiver il fait sombre très très tôt. Donc il faut être dehors très tôt, à partir de 5-6 heures de l'après-midi, quand on va rentrer dans le bal rural, il faut être dehors, il faut attendre jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Et ça c'est difficile. Il ne faut pas qu'il y ait de nuages, puisque c'est au-dessus des nuages. Il ne faut pas qu'il y ait de lune, parce que si les aurores sont ténues, la lune ça suffit à le contraste trop fort. Il ne faut pas qu'il y ait de pollution lumineuse du tout, donc il faut être loin des villes. Il ne faut pas être dans sa bagnole, il faut éteindre les phares de la voiture, loin des routes, donc dans des conditions qui sont au bout du compte un peu compliquées, quoi. Parce qu'au bout de 2 heures, même si on a les chaussures, on commence à taper des pieds, avec des lunettes, etc. Et ça rend les choses un petit peu difficiles. Mais si vous êtes motivé, effectivement, dans 3 ans, vous aurez beaucoup plus de probabilité d'en voir. Quand est-ce qu'il faut y aller? Eh bien, il faut y aller quand il fait sec, c'est-à-dire janvier-février. Donc les mois les plus froids. Voilà, c'est très simple. Quand j'ai emmené mes mômes, il faisait moins 30. Et donc, vous savez où je serai les prochaines années, quand il n'y a pas de lune en janvier-février, je suis là-bas. C'est aussi bête que ça. Donc vous avez des chances de me rencontrer. Entre 2000 et 2008, j'en ai vu une à Toulouse. J'ai été très surpris parce que c'était des flashs rouges. J'avais une draperie rouge qui s'allumait et s'éteignait presque instantanément. Super. Est-ce que vous connaissez la date exacte? Non, je n'ai pas la mémoire des dates. Est-ce que ça peut être 2003? Ça peut être 2003. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est super. Comme j'ai le tableau, c'est vraiment facile à comprendre. Si les particules du vent solaire elles arrivent à leur vitesse normale de 370 km/s, bon, elles vont tourner là. Si elles arrivent plus vite, eh ben, elles vont tourner plus près de la Terre avant d'être arrêtées par le champ magnétique et commencer à tourner. Et donc elles vont être piégées par des lignes de champ magnétique qui ont leurs pieds plus bas en latitude. Plus bas en latitude, ça veut dire le plus souvent la Grande-Bretagne. Vous étiez à Toulouse, vous étiez en montagne ou pas? Non. En bas dans la vallée? En plaine, à 40 km au-dessus de Toulouse. Ça, vous avez une chance folle. J'ai un copain qui s'appelle Christian Bull, c'est cette année qui me dirait quelque chose. Lui se demandait pourquoi ces images du fond de ciel étaient toutes rouges. Okay. Et moi j'ai vu, ça n'a pas duré longtemps, parce que plus rapidement, c'est trop tard. J'ai vu 3 ou 4 flashs. Super. Rapide. Et puis bon, j'ai tout de suite pensé à une aurore, mais... C'était ça. Pourquoi c'était rouge? C'est parce que la Terre, elle est ronde, comme ça. Donc ça se produit quand le vent solaire, il arrive super vite. Donc il va descendre très très bas. Donc il n'y a pas beaucoup de rouge, il y a beaucoup de vert, beaucoup de mauve et beaucoup de bleu, etc. plus bas, quoi. Le rouge, il est au-dessus de 200 km d'altitude. Mais comme la Terre est ronde, vous, depuis Toulouse, vous voyez là où s'est passé l'aurore, vous voyez que le haut de l'aurore. Le bas, il était caché par la Terre. Donc vous avez vu ces draperies. Et elles étaient fugitives parce que la plupart des électrons ils sont descendus beaucoup plus bas, quoi. Vous n'avez pas pu les voir. Donc il y a quelques traînées d'électrons lents qui sont arrivés, qui ont allumé du rouge à ces latitudes, mais le plus souvent ils descendaient plus bas. Donc vous avez vu des flashs, c'est une super belle observation, bravo, quoi. Magnifique. C'est juste un coup de chance. Mon beau-père il en avait vu en Ardèche, en 37. Et donc il ne savait pas ce que c'était, à cette époque on ne savait pas bien ce qu'étaient les aurores. Ils avaient dit le ciel devient rouge, il va y avoir la guerre. Une mythologie autour de... Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Mais lui, s'il m'avait raconté ça. Oui. Il a dit que les particules ne pouvaient pas descendre en dessous de 80 km. Qu'est-ce qui les arrête? C'est une super question. En fait, l'air, il est super résistant à l'électricité. Là, quand je suis debout comme ça, entre mes pieds et ma tête, il y a un peu... Vous savez que l'énergie de l'électricité, on la compte en volts, vous savez tous ça, bien sûr. Entre mes pieds et ma tête, il y a 1000 volts à peu près. Ça ne veut rien dire, c'est idiot. Ça veut dire que si les électrons, là, à mes pieds, ils pouvaient bouger, ils vibreraient avec une certaine vitesse, et à ma tête, ils vibreraient beaucoup plus vite, quoi.
Mais ils n'ont pas le temps de vibrer. Ils n'ont pas le temps de vibrer, quoi. L'air est tellement résistant que qu'il n'y a pas un électron qui peut bouger, quoi. Il est tout de suite absorbé par l'air, quoi. Un électron qui bouge, ça s'appelle l'intensité électrique. C'est ça l'intensité électrique, c'est combien d'électrons qui bougent par seconde. On est très con comme ça. Et la puissance, c'est produit des deux. Vous savez tous, les kilowattheures, tout machin, etc. Bref, et donc voilà. Pour que l'électricité pénètre traverse l'atmosphère, il faut 400 000 volts. Et 400 000 volts, c'est la foudre. Donc à partir du moment où il y a un champ électrique suffisamment fort pour donner 400 000 volts d'énergie, ça se décharge et on fait de la foudre, on fait un éclair. Dans le vent solaire, il y a quelques centaines de volts, quelques centaines à quelques milliers de volts. Donc dès que l'air devient un petit peu dense, même pas dense, 80 km d'altitude, on ne pourrait pas respirer, quoi. Mais ça suffit pour arrêter l'électricité. L'air est déjà trop résistant à l'électricité. Et il ne peut pas descendre plus bas. Ce qui est quand même assez cool parce que ça m'a permis de fabriquer des aurores boréales en labo, quoi. Donc j'ai une manip qui a été reproduite au tampon, qui fabrique des aurores boréales, parce que quelques centaines de volts, on sait le faire, hein. On a plein de générateurs qui fabriquent ça, c'est facile. Le diamètre de l'ovale peut augmenter, c'est pour ça qu'on peut voir... Ouais, tout à fait, ouais. À cause de ça, oui. Quand le vent solaire est relativement lent, il tourne à 65 degrés de latitude nord, donc en Laponie, et puis il s'agrandit quand le vent solaire est très rapide parce qu'il s'approche beaucoup de la Terre, et les lignes de champ magnétique, elles sont plus proches de l'équateur à ce moment. On a même pu en voir à Hawaï. C'est un truc incroyable. Dans les événements les plus grands, il y a des gens pratiquement à l'équateur qui ont témoigné avoir vu des aurores boréales. Et j'ai des peintures de gens au Japon. Les Japonais, ils sont fantastiques, quoi. Il y avait plein de peintres, il y avait des milliers de peintres amateurs au Japon. Et donc on a plusieurs témoignages qu'on a publiés dans mon journal de peintres qui ont peint des aurores vues du Japon. Et c'est extraordinaire parce que ça nous permet, nous, de remonter à l'activité solaire. Parce qu'on se dit, ben, si ils ont vu les aurores de telle couleur au Japon, ça veut dire qu'il y avait de l'électricité qui arrivait à telle vitesse, blablabla. Et donc on sait à cette époque-là comment était le soleil. Est-ce que vous auriez des signaux qui pourraient vous dire qu'on va vers une activité majeure du type Ben non, là on ne sait pas encore. On cherche, on appelle ça des précurseurs dans notre langage pompeux et voilà. Ouais, on cherche des précurseurs. On commence à en avoir un petit peu, mais sur des gros événements, on n'est pas capable de les prédire pour le moment. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Encore une fois, cool, je vous ai fait se dresser les cheveux sur la tête, mais j'arrête pas de vous dire, faut pas avoir peur. C'est un aléa, on commence à connaître, on va y arriver. On a traversé quand même, notre ère technologique a traversé quand même plusieurs maxima solaires sans qu'il se passe rien. On a eu quelques satellites qui sont tombés en rade, donc ça va, quoi. Et puis même si AXA fait faillite, AXA fera faillite, quoi. Je leur dirai pas en face. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand il y a un orage solaire, ça touche une petite zone, le Québec, ou un département, un pays. Est-ce qu'on peut prévoir ça? Ouais, ça maintenant on y arrive pas mal. Donc on a fait notre centre de prévision de météo d'espace, on a plusieurs centres en Europe. Il y en a, le centre principal est à Bruxelles, et il s'appelle le SIDC. Et puis son laboratoire dans lequel est hébergé, ça s'appelle le Solar Terrestrial Center FTCE, of Excellence. Donc vous pouvez vous connecter là-dessus et vous inscrire pour recevoir des alertes. Et c'est les alertes que je montrais là, absolument incompréhensibles tout à l'heure, mais on essaie de progresser, quoi. Donc on est capable maintenant de les prévoir. Il y a des centres en Australie, en Afrique du Sud, on a plusieurs centres en Europe, dont celui-là. Les Britanniques, depuis le Brexit, ils se sont maqués avec les Américains pour faire un centre britannique uniquement sur des données américaines. Les Américains ont le leur. Et donc on est de plus en plus capable de dire, là il y a quelque chose qui arrive, on pense que d'ici 12 heures il va y avoir des belles aurores, à telle latitude, on pense que ça va descendre à telle latitude, donc ça vaut le coup de faire attention. Les boîtes comme Oracle, qui font des sauvegardes d'ordinateurs, eux ils veulent savoir, quoi. Si on est capable de leur dire, bah là, faites des bonnes sauvegardes, parce que peut-être qu'il va y avoir quelques pannes, ils n'ont pas le droit à perdre un bit, ceux-là, quoi. Donc
Voilà, ce genre de truc. Donc on est capable de dire à peu près à quelle latitude ça va se produire, de mieux en mieux. On a des satellites en amont, excusez-moi, je vous donne la parole. On a des satellites en amont de la Terre qui sont positionnés de telle sorte qu'ils voient toujours le Soleil d'un côté et toujours la Terre de l'autre, et mesurent le vent qui arrive. Mais évidemment, quand ils mesurent le vent qui arrive, c'est déjà un peu tard, parce que quelques minutes plus tard, ça va arriver là. Donc on a mis deux satellites qui s'appellent stéréo. On les a mis de chaque côté du Soleil, stéréo A et stéréo B. Et comme ça, on regarde de chaque côté, et quand on regarde de deux points différents, on voit en relief comme avec nos yeux. Donc ça nous permet de dire, ben là il y a une éruption, et puis on a l'impression qu'elle va arriver un peu vers la Terre. Donc on a gagné quelques heures. Voilà. On progresse quand même. Différent. Ça veut dire que si un jour on a une très très grosse éruption solaire, il suffirait de tout éteindre pour tout préserver. Ouais, je ne sais pas comment font les industriels. À dire vrai, je ne sais pas. Moi, je discute juste avec eux sur ce que nous. Enfin, j'essaie de les sensibiliser un petit peu, mais je ne sais pas comment eux ils réagiraient. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est qui consomme le plus d'électricité. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ce que j'espère, c'est que. J'espère, dans un an, on va commencer à faire des bulletins. Dans 2 ans, on va les traduire un petit peu partout en Europe. Et puis que les gens vont trouver ça gai, joli, et puis qu'ils vont se dire, bah ouais, il y a une grosse éruption, effectivement, peut-être qu'il suffit d'éteindre les lumières, on nous dira, quoi. Et puis que les politiques vont se dire, là, du coup, comme je parle, il y a des députés qui veulent que je leur raconte ce qu'on fait, bah, c'est bien parce que je vais leur raconter, puis je vais leur dire, pas raison d'avoir peur, mais peut-être qu'il faut s'intéresser à ça, quoi. Et puis voir comment on peut réagir, qu'est-ce que c'est que les mesures à prendre pour que les gens coolement, tranquillement, se sentent pas en danger, puis fassent les choses qui permettent de passer à travers une grosse éruption. Voilà. Je ne sais pas répondre techniquement ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez 3 minutes encore? Oui, vous c'est pas juste trop fatigué? jusqu'à 20h. Parce que Thérèse, elle avait envie que je vous parle des planètes dans le système solaire. Comme là c'est presque la fin, je vais quand même vous raconter ce qu'elle aurait voulu que je vous raconte, mais j'avais pas préparé les transparents qui vont avec. Voilà. Donc on quitte le Soleil et on a Mercure. Mercure, c'est une toute petite planète et bizarrement, elle a encore un champ magnétique. Normalement, théoriquement, avec nos connaissances, la graine liquide, elle aurait dû totalement se solidifier parce qu'elle est toute petite et donc il ne pourrait plus y en avoir, mais il y en a encore. Mais il n'y a pas d'atmosphère. L'atmosphère, elle a été soufflée par le vent solaire. Et donc, quand le vent solaire arrive, il y a le champ magnétique, il fait une ceinture de radiation autour de Mercure, il y a des collisions, il va se déposer, mais il rentre directement dans le sol. Et il y a des endroits dans le sol où il y a du sodium. Et le sodium, il rayonne. Il est électroluminescent, on appelle ça. Si bien que sur Mercure, on marche sur les aurores boréales. C'est dans le sol. Ensuite, on s'éloigne. Et puis il y a Vénus. Vénus, il n'y a pas de champ magnétique, mais il y a une atmosphère. Donc là, il ne peut pas y avoir d'aurore boréale. Il y a d'autres phénomènes, mais il n'y a pas d'aurore boréale. Mais c'est vachement intéressant parce que Vénus, elle a une atmosphère qui est beaucoup plus dense que celle de la Terre, alors qu'elle est plus près du Soleil. Ça veut dire que le vent solaire n'a pas soufflé l'atmosphère de Vénus. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ensuite, il y a la Terre. Alors, vous avez tout compris maintenant sur la Terre, des super belles aurores, plein de couleurs. Après, il y a Mars. Sur Mars, il y a eu un champ magnétique pendant 1 milliard d'années. Et pendant ce milliard d'années, l'atmosphère était beaucoup plus dense que l'atmosphère actuelle de la Terre. Elle était au moins 2 fois plus dense. Comment on le sait? C'est parce que l'atmosphère de Mars, elle est faite de CO2, de dioxyde de carbone, et qu'il y avait plein d'eau. Et pour maintenir de l'eau liquide avec une atmosphère de dioxyde de carbone, il faut au moins 2 atmosphères. Voilà. Et puis le champ magnétique s'éteint, alors les géologues ont pu calculer que ça s'est éteint au bout d'1 milliard d'années, et toute l'atmosphère est partie, et maintenant l'atmosphère de Mars est 600 fois plus ténue que l'atmosphère de la Terre. Alors ce phénomène d'échappement martien, d'échappement atmosphérique, il y a la moitié de cet échappement qui a été expliqué par une américaine à cause du vent solaire. À partir du moment où il n'y avait plus de champ magnétique, il n'y avait plus la magnétosphère, blablabla, et ça a fait un effet de râpe. Et l'autre moitié, par une chance incroyable, j'ai eu beaucoup de chance en fait dans ma vie, c'est moi qui l'ai expliqué avec mon équipe, par le rayonnement solaire. Donc maintenant on a compris comment l'atmosphère de Mars elle est partie. Mais il en reste, il en reste. Et 600 fois plus ténu, c'est à peu près, ça veut dire à peu près qu'on a 50 km d'altitude sur Terre. Alors, là où il y avait beaucoup de fer dans le sol, et bien le fer il est resté aimanté. Et donc, c'est une drôle d'histoire, en 2003, nous les Européens, on a envoyé Mars Express pour regarder Mars,
Et à bord, on avait un instrument, donc Mars Express était comme ça, il tournait autour de Mars, et sous le Mars Express, il y avait un instrument qui s'appelle SPICAM, qui regardait le rayonnement ultraviolet de la planète. Et donc, il tournait comme ça, mais moi, ce qui m'intéressait avec mes collègues, c'était le rayonnement de l'atmosphère. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on dépointait Mars Express comme ça, là, pour qu'il regarde l'atmosphère sur le fond noir du ciel, quoi. Il tournait comme ça. Et à chaque fois qu'on faisait ça, tous les autres qui avaient des instruments à bord, ils nous engueulaient. Ils disaient, mais nous, on ne peut plus rien faire. Donc, on n'a pas pu le faire souvent. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait ça, et à chaque fois qu'on survolait un endroit où il y avait du magnétisme dans le sol, il y avait une augmentation de l'ultraviolet dans l'atmosphère. Donc, tout ce que je sais faire, c'est des calculs, parce que le responsable de l'instrument, c'est un Parisien, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait les calculs, puis j'ai dit, c'est du vent solaire qui arrive, et puis comme il y a de l'aimantation, il est aspiré par l'aimantation, il va taper dans le CO2, et le CO2 il rayonne dans l'ultraviolet, donc c'est des aurores. Donc on a découvert les aurores martiennes comme ça en 2005. C'était rigolo parce que les Américains, ils étaient furieux, parce que c'est une jolie découverte. Et donc, jusqu'à ce qu'ils refassent les mêmes manips, ils ont refusé d'appeler ça des aurores, ils ont appelé ça des phénomènes de type auroral. J'ai trouvé super petit joueur. Et donc sur Mars, il y a des aurores. Et j'ai découvert il y a quelques années, un peu après, avec ma manip aurorale, qu'en plus il y a des aurores visibles à l'œil nu qui sont bleues. Et donc sur Mars, c'est de ça que tu voulais que je parle, j'en parlerai au lycéen après-demain. Sur Mars, c'est super parce qu'on marche sur le sol rouge de Mars, on lève les yeux et il y a des aurores bleues dans le ciel. On ne les a pas vues encore. Donc là, j'ai été contacté par la NASA puis par l'agence russe. Ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais nous filer tes codes pour dimensionner un instrument pour aller les filmer? Et je leur ai dit oui aux deux, mais j'ai pas dit aux deux j'ai pas dit à l'autre que vous m'avez contacté. Donc vous ne leur dites pas. Comme ça, pour moi c'est plus simple. Voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, je pense que d'ici quelques années, on va les voir. Il n'y a aucune raison qu'elles n'existent pas, par le calcul, tout marche. Voilà. Donc sur Mars, il y a des aurores bleues. Ensuite, quand on s'éloigne, il y a Jupiter et Saturne, un champ magnétique très intense, une atmosphère faite essentiellement d'hydrogène, et l'hydrogène, il ne rayonne pas beaucoup dans le visible. En fait, il ne rayonne pas dans le visible. Ça veut dire qu'il y a des aurores, il y a un ovale auroral, mais on peut le voir que dans l'ultraviolet. On a des super belles photos dans l'auroral, dans l'ultraviolet, sur Jupiter et Saturne. Après, il y a Uranus, et Uranus, elle a son champ magnétique, elle est très... Uranus et Neptune, ils sont inclinés, et en plus, ils ont leur champ magnétique qui est comme ça. C'est bien que vachement souvent, le champ magnétique d'Uranus, il pointe vers le Soleil. Alors, du coup, les particules du vent solaire, elles arrivent, puis là, ils n'ont pas besoin de faire tout le tour comme ça, elles rentrent directement, ils font une tache d'aurore. Et ça a été vu par Hubble. Et ça, j'ai pu le reproduire en labo avec ma manip aurorale, et j'ai vu la tâche, et puis j'ai vu un ovale auroral côté sud, côté nuit, quoi. Donc là, de nouveau, il y a une prédiction, mais on pourra le vérifier après ma retraite, ça m'énerve un petit peu, mais il faut qu'un satellite aille voir côté sud d'Uranus, et je suis sûr qu'il va trouver un ovale auroral. Et c'est pareil, Uranus-Neptune, c'est la même chose. Et là où on en est maintenant, c'est sur les exoplanètes, parce que vous savez qu'il y a plein de planètes autour d'autres étoiles, et souvent ces exoplanètes, elles tombent sur leurs étoiles. Ça pourrait se produire dans le système solaire, mais ça ne se produira pas. Je fais une parenthèse. On décompte. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, pas du tout. Ça peut durer, c'est horrible. Est-ce que, parce que vous avez peut-être posé déjà la question pourquoi la Terre ne tombe pas sur le Soleil? Parce que moi j'avais posé à mon institut en CM2, et il m'avait dit t'es trop petit, tu peux pas comprendre. Mais c'est nul, parce que lui il n'avait pas compris, c'est super simple en fait. Vous savez, quand on est en voiture, qu'on prend un virage, on est expulsé vers l'extérieur du virage, on appelle ça la force centrifuge. En vérité, pour vous dire la vérité, on n'est pas expulsé du tout. Hein. La voiture elle tourne, et puis votre corps, il n'y a pas de raison qui tourne, hein. Il n'y a rien qui le fait tourner, donc il va tout droit. Donc vous rentrez dans le bord de la voiture, quoi. Et ça vous donne l'impression que vous êtes expulsé, parce que vous, votre corps, c'est la voiture qui vous force à tourner. Mais on s'en fout, ça ressemble à une force. Et bien, la Terre, elle est positionnée là où la gravité du Soleil compense cette force centrifuge. Et donc c'est stable. Voilà. C'est simple, hein. Voilà. Donc c'est aussi bête que ça. Imaginez maintenant qu'il y a le Soleil, et par hasard, ça ne se produira pas. Il y a un type à l'IMC à Paris qui s'appelle Jacques Lascar, que j'adore. Il est plus grand physicien, il a fait le calcul. Imaginez que, donc ça ne se produira pas. Il y a le Soleil, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune alignés de l'autre côté, quoi. Alors là, du coup, la gravité, elle est un petit peu plus forte sur la Terre qui serait là. Et hop, la Terre, elle se décale un petit peu. Et là, c'est fini. Elle est trop près du Soleil, et elle commence à se rapprocher du Soleil, et elle pourrait tomber sur le Soleil. Mais, à l'échelle d'au moins 1 milliard d'années, c'est pas possible.
Mais ça se produit dans l'univers. Donc il y a plein d'exoplanètes qui tombent sur leur étoile. Et là où on en est, c'est que quand ces exoplanètes elles s'approchent de leur étoile, si elles ont un champ magnétique et une atmosphère, alors elles vont déclencher des aurores incroyablement fortes. Et ça, j'ai pu le simuler, le modéliser, et c'est chouette, quoi, parce que ce que je cherche maintenant, c'est un télescope pas du tout précis, je ne veux pas la voir, l'exoplanète, je ne pourrais pas, quoi, mais super sensible. Parce que si je vois du mauve, par exemple, si je vois une aurore mauve qui s'allume, eh bien je sais que c'est de l'azote moléculaire, donc il y a une exoplanète d'abord, parce que sur les étoiles, il n'y a pas de molécules. Donc je sais qu'il y a une planète, je sais que dans son atmosphère, il y a de l'azote moléculaire, je sais qu'elle a un champ magnétique, et je peux même calculer la force du vent de l'étoile, avec juste un pixel de couleur sur un capteur. Donc voilà, donc on en est là sur les exoplanètes, mais on n'a pas encore les télescopes assez précis. Oui. Question métaphysique. Avez-vous trouvé la trace de l'horloger divin? Ah ouais. Ma mère, elle me dit, tu te prends pour le soleil ou quoi? C'est un peu la même chose. Non, mais c'est parce que comme je fais des prévisions solaires, ma mère, elle se fout un peu de moi là-dessus. Encore une fois, merci de votre attention. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Merci. Merci. Alors, grand merci à Jean qui, quand même, est en vacances. Et qui est... J'aime faire ça. Et on a bien... Ah ben ça se sent de toute façon. Hein. On a bien apprécié. Merci beaucoup. Merci. Alors,